Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overtime. Je vois que vous êtes déjà plusieurs dans le chat à nous saluer, on vous salue en retour. On est très heureux de vous retrouver avec moi aujourd'hui, David Pietronigro. Salut David. Salut Jonathan Fillon, on a vécu déjà des émotions de pré-playoff qui nous font sentir bons les playoffs. On voit qu'on a changé de saison. Pas que par la météo extérieure, hein, non plus, je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se croit plus en été que pendant la saison des playoffs, mais c'est vrai qu'on a eu une belle semaine de pré-playoffs. On va d'ailleurs en parler, David. On a une grosse émission à vous proposer. Oui, on va revenir bien sûr sur l'élimination de Fribourg-Gotteron dans ses pré-playoffs contre Lugano. Hein. On va accorder une bonne page à ces couacs de fin de saison pour les Dragons. Et ensuite, on vous présentera dans l'ordre les 4 quarts de finale qui nous attendent dès demain soir sur MySports. Et pour votre plus grand bonheur, de ces playoffs qui commencent enfin. Et un petit mot bien sûr sur la finale de play-out aussi entre Langnau et Ajoie qui a aussi comme programme dès demain soir l'acte 1. Évidemment, et pour ceux qui ne peuvent être de toute notre heure de dîner avec nous en live sur Overtime, je vous rappelle que l'émission sera disponible dès aujourd'hui en rediffusion sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud et Facebook. Et David, il y a un petit concours également pour les gens aujourd'hui. Oui, on va récompenser les fidèles qui nous suivent. Bien sûr, regardez ce maillot. Bien sûr qu'Ambri Piotta a terminé sa saison. Il se retrouve en vacances. C'est le maillot, bien sûr, d'Inti Pestoni que l'on va vous faire gagner. Petite particularité, Jonathan, c'est un maillot qui a l'air totalement officiel de match. Donc, participez dans le chat. On va vous poser une question. La question, c'est la suivante. On vous rappellera encore en cours d'émission plusieurs fois qu'il y a ce concours et cette question pour que ceux qui ne sont pas là depuis le début puissent aussi participer. Combien de saisons Inti Pestoni a-t-il disputé avec le maillot d'Ambri sur les épaules en National League? C'est qu'il a une belle carrière. Il faut un petit peu chercher. Hein. Des fois, on est facile, on est généreux des fois dans les concours. Là, on vous lit dans le chat. On prendra toutes les bonnes réponses à l'issue de ce direct et on tirera au sort le grand gagnant de ce maillot. On sait que vous aimez bien, donc merci à vous de nous être fidèles sur Overtime chaque lundi et c'est peut-être votre moment aujourd'hui. Ouais, et il est magnifique ce maillot, comme tu l'as dit, il est brodé là. Quand tu es arrivé avec dans le studio, j'avais même moi envie de participer pour le gagner, honnêtement. Tu peux te déconnecter de ton faux compte, s'il te plaît, Jonathan. J-Filion, c'est pas c'est qui. Voilà, donc tout est dit. On va commencer, David, à parler tout d'abord des séries de pré-playoffs et en particulier celle de Fribourg-Gotteron, puisqu'ils ont été éliminés en 2 matchs contre le HC Lugano, à la grande surprise d'à peu près tout le monde. Ouais, on ne peut pas se cacher que la déception est énorme pour les Fribourgeois, pour les supporters. La surprise est quand même grande par rapport à ce que Fribourg-Gotteron a vécu cette saison, de se faire éliminer comme ça en 2 manches sèches contre le 10e de la saison régulière. Fribourg-Gotteron ne s'y attendait certainement pas. Mais on a eu l'impression aussi que cette course à distance entre la 6e et la 7e place par rapport à Zug leur a aussi coûté beaucoup d'énergie, de force mentale qu'ils ont pas réussi à reproduire dans ces 2 matchs contre Lugano. On va dire 2 matchs, tu me dis si je me trompe, typiques de la saison de Fribourg-Gotteron. On domine, on a des occasions, on tire beaucoup, on ne marque pas. Le jeu à 5 contre 5 a encore une nouvelle fois été défaillant. Le powerplay n'a pas pu faire ce push supplémentaire pour amener les buts escomptés. On ne marque pas contre un Koskinen qui soudainement paraissait énorme dans son but. Bref, Fribourg-Gotteron s'est fait prendre à son propre jeu dans ses pré-playoffs et au lieu de construire ça pour, comme le disait Christian Dubé avant le début de ses pré-playoffs, de garder un bon rythme, d'être là pour la suite, eh bien finalement Fribourg-Gotteron connaît un dérapage un peu imprévu dans sa saison et dans ses objectifs. Encore une fois, une fin de saison difficile pour Fribourg-Gotteron. Je me souviens de l'entrevue de Christian Dubé à la fin du 52e match contre Langnau et il nous disait on rentre en pré-playoff en pleine confiance. On venait de battre par jeu blanc Ajoie et Langnau. C'est facile de rentrer en pleine confiance contre les 2 pires équipes de la National League. Mais si on recule même après les fêtes, là, début janvier, ça a été très compliqué pour Fribourg-Gotteron à 5 contre 5. Heureusement qu'il y avait des unités spéciales pour les sauver. Ça dénote évidemment un problème dans le système de jeu de Fribourg-Gotteron, un problème qui les a rattrapés au final. Et j'ai pas aimé la façon dont ils sont rentrés dans le match
dont ils sont rentrés dans la série contre Lugano et dans le match surtout, dans le match sans lendemain à Lugano. Ça a été une première période atroce. On était au 54e match de la saison. Et pourtant, des erreurs d'exécution, des passes derrière, c'était jamais du tape-to-tape, c'était jamais une passe directement sur la palette. Donc, le jeu de transition de Fribourg était largement affecté par ça. On crée des revirements. On n'a jamais... Tu parlais de Koskinen. Koskinen, il est géant. Il était en pleine possession de ses moyens, mais quand on regarde les chances de marquer de Fribourg, les tirs au but de Fribourg, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de chances de marquer, jamais Koskinen a été dérangé. Koskinen, c'est un gardien que tu dois sortir de sa zone de confort. C'est un gardien qui est en up and down. Si tu le déranges, tu vas affecter cette confiance-là et tu vas réussir à le battre. Et c'est jamais arrivé. On en a quand même parlé largement de Koskinen, même si ce n'est pas le club qu'on suit le plus. On disait qu'il avait des problèmes de motivation, proche de la dépression. Hein. On n'est pas, bien sûr, dans le vestiaire de Lugano, mais que ce n'était pas sa top saison. Il avait déjà montré ça par le passé, de ne pas être le gardien le plus stable d'un championnat. On n'est jamais, je ne dis pas aller le taper, mais aller le bousculer, le gêner, lui masquer la visibilité des tirs de la bleue. Il n'y a pas eu assez de travail nécessaire fait devant le filet aussi pour le sortir d'un match. Ouais, et moi, tous ces problèmes-là font que il y a des questions qui se posent en date d'aujourd'hui. Elles se posaient après la défaite jeudi. D'ailleurs, on en a reçu quelques-unes avant l'émission sur notre post qu'on avait fait sur Instagram. Il y a Alain qui nous posait est-ce que Dubé est toujours l'homme de la situation comme coach? C'est beaucoup, là, sur les forums de fans fribourgeois, c'est beaucoup ce qui revient comme question. Est-ce que Dubé est encore l'homme de la situation? Est-ce que le fait qu'il ait les deux casquettes, les deux chapeaux de directeur sportif et de coach, ça doit encore être de même la saison prochaine? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, j'ai pas aimé la sortie de Hubert Weber dans les médias qui nous sort le violon. Tout est beau, tout va bien. Il réduit un peu la frustration. Il essaie de tempérer la frustration qu'il peut y avoir autour de cette élimination-là. C'est un coup de marketing, point à la ligne. Mais moi, je crois que si cette question est ouverte aujourd'hui, c'est parce que Christian Dubé lui-même veut l'ouvrir. Il a été à l'interview chez nous en après-match en étant avec son bilan un peu évasif, c'est le mot que je cherchais. Il a redit ça encore quelques jours après dans La Liberté, de réfléchir aussi à ces situations. On a presque l'impression qu'à un moment donné, parce que Christian Dubé, pour l'avoir connu comme joueur à l'époque et maintenant comme coach, il a les émotions à chaud, il a besoin de faire retomber tout ça. Et qu'à chaud, il aurait eu envie de balancer tout et de partir dans la région la plus éloignée du Canada pour se terrer pendant un moment et réfléchir à la situation. Ça lui ferait peut-être pas de mal, on est d'accord, mais il faut laisser aplanir tout ça avant de se poser les bonnes questions. À chaud, c'est jamais des bonnes décisions de dire je jette une des deux casquettes, je garde les deux et de l'annoncer trop rapidement, je pense que c'est pas bon. Il faut maintenant faire un constat, un bilan, d'étudier ça aussi avec tout le staff derrière de Fribourg-Gotteron, de qu'est-ce qui a bien joué, parce qu'il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction. Qu'est-ce qui a mal joué? Pourquoi on n'a pas bien performé à domicile comme ça? Pourquoi on n'a pas pu amener des émotions à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire aussi? Parce que peut-être, c'est la question que je me pose, est-ce qu'au bout d'un moment aussi, le discours d'un coach, qui est en plus ton directeur sportif, ne finit pas par te lasser? Est-ce qu'on ne doit pas sentir ça à Fribourg-Gotteron et se dire Dubé reste l'homme de la situation pour être directeur sportif. Il a fait de l'excellent job depuis qu'il est arrivé. Il a fait grandir Fribourg-Gotteron de par ses choix. Il y a eu quelques erreurs, mais il y a eu beaucoup plus de positifs dans ses décisions. Et de se dire que peut-être d'amener une nouvelle voix dans le vestiaire, c'est pas si mal. John Foust l'a fait avec Lausanne. Ouais. On ne compare pas du tout les deux situations, mais de se dire peut-être, on apporte quelque chose d'autre. Et je crois, en tout cas, c'est le sentiment que ça me donne quand je lis les propos de Christian Dubé depuis l'élimination de jeudi dernier, c'est un petit peu la question que lui-même doit se poser aussi. Non, mais Christian Dubé, c'est un homme intelligent aussi. Il va analyser les choses, je l'espère, de la bonne façon, mais le statu quo, pour moi, il est inacceptable parce qu'on a des étrangers. La plupart des étrangers sont déjà signés. Oui, on a un nouveau défenseur qui va arriver. Oui, on se pose la question pour le joueur de centre, qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer David Desharnais? Mais reste que le noyau va rester le même. Si on garde le même coach, si on garde le même directeur sportif, si on va dans le même travers qu'on avait déjà, on va faire du surplace du côté de Fribourg-Gotteron. Et c'est la dernière chose qu'on veut faire dans ce club, de faire du surplace. Donc oui, il y a des questions qui doivent être posées.
Victor Rask, non, ce n'est pas le successeur à David Desharnais. Il est beaucoup trop lent pour jouer dans cette équipe. Oui, Di Domenico va faire du bien parce qu'il amène peut-être ce qui manquait, la hargne et le jeu entre les points de mise au jeu. Les joueurs que Dubé a signés, des Sorensen, tout ça, sont des joueurs de périphérie. Ce sont des joueurs qui, dans les matchs qui comptent, on les voyait pas. Ils essaient de ralentir le jeu et tout. Ça marche pas. Dans le vestiaire, à ce qu'on entend entre les branches, il n'y avait plus que quelques alliés, et je ne mets pas avec beaucoup de S derrière quelques, à Christian Dubé, dont un de ses principaux alliés qui est parti à la retraite jeudi après la défaite. Donc, quand on commence à mettre tout ça en relation, il a perdu son vestiaire, entre guillemets, et mine de rien, Christian Dubé, comme directeur sportif, a fait des erreurs aussi, pas seulement comme coach. Et ça aussi, il faut l'évaluer, son travail, parce que s'il engage un coach, ce serait, si mon calcul est exact, là, son 5e entraîneur-chef comme directeur sportif à la barre de Fribourg-Gotteron. Nommez-moi le nombre de directeurs sportifs qui ont le temps d'engager et de faire passer là, sous leur règne 5 entraîneurs différents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la formation de l'équipe qui ne marche pas. Et ce sont toutes des questions qui doivent être posées. Christian Dubé est un homme intelligent. Pour l'instant, il a Hubert Weber de son côté. Peut-être que le CA est de son côté. John Gobi, moins. C'est peut-être lui qui va mettre le plus de questions dans la tête du comité à Fribourg. Et ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser. Où est-ce qu'on veut aller du côté de Fribourg? Est-ce qu'on a touché peut-être le point... la croisée, exactement, le point de non-retour. Est-ce qu'on est à la croisée des chemins? Tu sais, Christian Dubé, à l'interview après le match de jeudi, il m'a dit textuellement 80% de nos joueurs cette saison ont sous-performé. C'est pas la job du coach, justement, de les faire performer ou surperformer. Christian Dubé il est arrivé l'an passé avec un vestiaire qui semblait se tenir, avec une bonne entente dans le vestiaire. Dubé, c'était quoi, sa 2e saison, là, sa première complète, mais sa 2e saison, si je ne me trompe pas, à la barre de Fribourg-Gotteron. Tout allait bien. Cette année, ça a été tout le contraire. Pourquoi ça a été le contraire? Parce que Dubé, le coaching, ça ne marche plus avec cette équipe-là. Et entendez-moi bien, avec cette équipe-là, je ne dis pas que c'est un mauvais coach, mais son message ne marche clairement plus. Il y a d'importantes questions à se poser. Oui, il y a Michael Blazer qui nous pose la question, est-ce que le retour de Dido ne va pas changer finalement la mentalité de Fribourg-Gotteron à lui seul? J'ai envie de dire oui, mais non. Oui, parce que Di Domenico, quand il était à Fribourg-Gotteron, avait vraiment fait de cette équipe une équipe de gagneurs, que la défaite était interdite et l'état d'esprit de Di Domenico n'est plus à prouver, hein, même qu'il va partir de Berne. Regardez dans ses pré-playoffs comment il était à chercher un petit peu près de tous les joueurs de Cloton dans les pré-playoffs. C'est quelque chose à profil que Fribourg-Gotteron n'a pas. Mais attention, parce que se reposer que sur le retour de Di Domenico n'est pas gage de bons résultats la saison prochaine. Il va faire un bien fou, mais... Mais c'est pas lui qui va de toute façon amener un titre à Fribourg tout seul. Et si on décide de changer, parce que Christian Dubé l'a très bien géré pendant 2 saisons, Chris Di Domenico. Mais si on amène un nouvel entraîneur-chef du côté de Fribourg, est-ce qu'il va être capable de gérer Chris Di Domenico? Parce qu'il faut dire qu'il y a 2 entraîneurs à Berne qui n'ont pas été capables de le gérer. Donc, ça, c'est une autre question. Chris Di Domenico vient avec ses nombreuses qualités, mais vient aussi avec ses nombreux défauts. Et ça, il faut être capable de le gérer. Donc, ce ne sera pas le sauveur l'an prochain. La question, elle est là. Est-ce qu'on prend un virage cet été en mettant un nouvel entraîneur à la tête de Fribourg-Gotteron et on garde Dubé comme directeur sportif? Ou alors, est-ce qu'on continue dans cette direction parce qu'on pense que c'est la bonne, que l'effectif est de qualité? On n'a pas à remettre ça. C'est un effectif vieillissant, oui, mais d'expérience. Oui, on devra trouver un remplaçant à Desharnais, mais il y aura franchement sur le marché de quoi faire. Je pense aussi que Rask n'est pas la meilleure des idées pour le conserver. Il n'a pas fait de mauvaises choses, Victor Rask, mais on parle de centre de premier bloc. Ouais. Donc, c'est quand même avoir des épaules solides. Desharnais a une expérience énorme. Il a démontré encore cette saison, l'année de sa retraite, d'être encore à 40 points et top scorer. Il aurait fait une autre saison. Il aurait quand même été, je pense, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Mais tu te poses toujours la question quand tu es joueur et puis que tu prends de l'âge et tout ça. Est-ce que le copinage entre les responsables du club et le staff coaching n'est pas un imbroglio lors de mauvais résultats de l'équipe? Rodrigo. Ouais, moi, je trouve que c'est une très, très bonne question parce que on a vécu, et là, je fais le parallèle
avec le Canadien de Montréal, je retourne en Amérique du Nord. Marc Bergevin, qui était directeur général à ce moment-là, avait mis en place tous ses amis. Des gars qui ne remettaient jamais en cause ses décisions, sa parole et tout. Et ça a été un country club, c'est comme ça qu'on l'avait dit, un boys club. Et ça ne s'est pas bien fini. Est-ce qu'à Fribourg, en ce moment, c'est pas un peu la même chose? Je me pose la question. Dubé est allé avec des gens qu'il connaissait bien, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un pour remettre en cause les décisions de Christian Dubé? Parce que c'est pas que Christian Dubé ne prend pas de bonnes décisions, au contraire, mais parfois dans la vie, d'avoir quelqu'un qui remet en doute, qui te fait réfléchir à deux fois avant de faire quelque chose, c'est toujours positif. Et là, il y a peut-être là où ça peut poser problème également de donner tous les pouvoirs à une personne. Pour moi, la question de Rodrigo, elle se résume simplement à la prolongation d'Andrei Bikov. Ça se voit dans ce dossier-là parce que Christian Dubé est un petit peu embêté en se disant « J'attends, je joue la montre, de toute façon ça ne presse pas, on peut décider tard ». Et Andrei, bien sûr, qui a envie de s'enlever ce piano sur les épaules le plus rapidement possible pour s'assurer encore une saison avec son club de toujours et tout. Et il y a les pressions qui arrivent, bien sûr, du président qui veut toujours avoir des Fribourgeois dans l'équipe, d'un Bikov qui est un nom dans la patinoire qu'on ne peut pas enlever si facilement. Et du coup, le côté famille de Fribourg-Gotteron prend le dessus sur le Fribourg qui doit être de sang-froid pour devenir le club qui veut, comme il le dit, devenir champion de Suisse. Et il faut un mix des deux, toujours, ouais. Parce que bien sûr, si on peut compter sur des Fribourgeois, ça serait une belle chose. Et qu'est-ce qu'on en sera fier si un jour Fribourg-Gotteron est champion dans tout le canton, hein. Mais d'un côté, il va falloir aussi faire des choix peut-être de sang-froid. Je ne dis pas qu'il fallait prolonger ou pas Bikov, c'est pas ça, mais ça a pris tellement de temps et tellement une grande mesure que le public est intervenu, que Hubert Weber donnait aussi son avis, que le CA certainement avait un avis là-dessus, que Dubé jouait ou contrebalançait. C'est là peut-être que Fribourg doit encore faire un step de professionnalisme supplémentaire. Ça a été une très mauvaise gestion du dossier. Il y a eu ce dossier-là d'Andrei Bikov. Andrei Bikov a des amis dans le vestiaire. Là. Il a fait toute sa carrière à Fribourg-Gotteron. Il y a beaucoup de romans qui l'apprécient beaucoup dans ce vestiaire-là. Et de négocier, entre guillemets, sur la place publique, d'y aller de commentaires comme ça, d'attendre justement... Andrei Bikov reste quand même un joueur marquant, une image de ce club. Et les négociations auraient dû rester entre Bikov et Christian Dubé, quitte à botter en touche, de dire, écoutez, on sait ce qu'il représente pour cette équipe-là. On discute avec lui, mais on ne donnera pas plus de détails. Ça aurait été bien correct de la part des dirigeants de Fribourg-Gotteron dans ce dossier-là. Mais il y a eu aussi le fait justement que Christian Dubé utilise bien les médias parfois, mais je pense qu'à certains moments, il aurait pu prendre ses responsabilités ou y aller d'un message différent aux médias qui aurait peut-être mieux passé dans le vestiaire et mieux passé chez les spectateurs aussi. Il a souvent critiqué, pointé du doigt ses joueurs, avec raison dans certains cas, mais dans d'autres cas, il faut aussi que tu prennes le coup pour l'équipe, que tu te présentes devant les micros et que tu sortes la cassette dans certains moments et non pas jeter tout le monde sous le bus, là. Et c'est peut-être là aussi, ça explique peut-être pourquoi certains joueurs, certains individus ont été agacés par certains propos de Christian Dubé tout au long de la saison. Et pour revenir à un commentaire là, de Michael qui revient justement sur les 80%, le 80% des joueurs qui ont sous-performé, il dit « Ou l'an passé, 80% des joueurs ont surperformé. » On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça, mais il y a un juste milieu entre les deux. Et cette année, clairement, le coaching staff n'a pas été capable d'aller chercher ce juste milieu qui aurait probablement donné une présence en play-off. Reste que la question elle est toujours la même avec l'effectif que tu as à disposition, le coaching staff et les ambitions que tu as. Se faire éliminer en pré-playoff, c'est une déception. C'est sûr que c'est une déception. Le capitaine Sprunger l'a dit à notre micro à peine le match terminé. Voilà, ils ambitionnaient beaucoup mieux. C'est clair que la demi-finale de la saison dernière avait ouvert l'appétit. Tu peux pas, comme ça, terminer avant même le début des playoffs ta saison et puis devoir regarder ça sur ton canapé avec le cœur fendu en deux, tu vois. Non, c'est sûr que c'est une déception. Ces pré-playoffs-là sont bonnes pour Lugano
parce qu'ils ont connu une saison atroce et réussissent à faire les séries en terminant 10e. Mais pour une équipe comme Fribourg-Gotteron, c'est un couteau à deux tranchants, ces pré-playoffs, parce que tu fais une bonne saison, pas assez pour être dans le top 6, mais tu devrais faire les playoffs et au final, tu fais un match de plus à la BCF Arena. Oui, c'est des revenus supplémentaires. Ils ont vendu de la fondue et tout. Ça, c'est bon pour les coffres. Peut-être un deuxième match en possibilité parce que c'est une série au meilleur des trois. Mais tu n'as tellement pas le droit à l'erreur. Et encore une fois, c'est un club mal classé qui bat un club bien classé. Après, c'est toujours le problème de Fribourg-Gotteron. C'est un club qui vraiment véhicule une très grosse image dans tout le canton. Et j'ai l'impression que chacun des spectateurs est coach. Ça arrive souvent. Ils sont aussi arbitres de temps en temps. À raison, des fois, bien évidemment. Mais qu'il y a trop de discussions et trop de choses qui sortent du vestiaire aussi de là. Si on boucle sur Fribourg-Gotteron, positif, négatif pour toi sur ce que tu retiens de la saison. Un plus ou deux plus, deux moins sur les joueurs, le staff, ton sentiment. Écoute, le plus, évidemment, les unités spéciales. Je pense qu'on ne peut pas passer sous le silence la performance de Fribourg-Gotteron en power play. Ça, c'est vraiment une grosse force. Ça a été la force de leur jeu tout au long de la saison. Dans les plus également, je vais y aller avec l'état de forme de Reto Berra, son retour de blessure. Oui, il a connu des hauts et des bas. En pré-playoff, par contre, il était dans les hauts. Il a connu des solides sorties aussi, mais c'est surtout... C'est un retour encourageant. Exactement, pour la suite. C'est vraiment là-dessus que je me base parce que c'était pas une petite blessure au dos pour un gardien de but en plus qui utilise énormément son dos, ses jambes et tout ça. Donc... là-dessus, je vais y aller avec encourageant. Puis c'est sûr que les points négatifs, on les a dit. Je veux dire, on ne peut pas regarder le statu quo. Pour moi, si on garde le statu quo pour la saison prochaine, on fait un pas derrière. Pour moi, les étrangers, si on se remémore ce qui s'est passé, bien sûr que Fribourg-Gotteron était très content d'avoir bouclé son effectif très rapidement avant le début de la nouvelle saison, mais il y a quand même eu des déceptions. Vous enlevez de là Desharnais et Gunderson qui ont été d'une régularité à toute épreuve toute la saison, mais Kuokkanen, Sørensen, Delarose qui a eu une grosse période de flambée qui lui a permis de prolonger et de convaincre Dubé de le garder, qui est venu encore. Rask sont vraiment Vainio. pour moi Vainio solide défensivement, mais quand tu vois ce qui se fait dans d'autres équipes et que tu n'as pas ce défenseur, ce profil-là, même chez les Suisses, c'est quelque chose qui manque quand même à la carte de Fribourg-Gotteron. Donc ça, c'est le côté forcément négatif, même si Sørensen m'a beaucoup plu dans la deuxième partie de la saison et que je me dis que la saison prochaine, encore avec le retour de Di Domenico, ça peut vraiment amener deux gros playmakers là, qui peuvent faire des étincelles. Mais ça, c'est de la projection. Satisfaction, sinon moi j'ai bien aimé Christophe Berchi. On a beaucoup parlé et je pense qu'il avait aussi beaucoup de poids sur les épaules de revenir à Fribourg et d'avoir le sentiment d'être obligé de performer. Il a été régulier, il n'a pas été incroyable, mais il a fait le job qu'on attend de lui et il termine la saison avec 33 points. En 33 et 40, s'il fait ça, on va dire c'est ce qu'on attend de lui. Exact, ouais. Mais pour revenir rapidement là, sur les étrangers, Sørensen, je pense que comme complément justement à Di Domenico ou à un trio offensif, je pense qu'il peut être très dangereux. Delarose, par contre, je ne m'explique pas encore cette signature, cette prolongation, parce qu'il a le même profil que Samuel Valzer. Et il ne prend pas Valzer un spot d'étranger, une licence d'étranger. Delarose, je pense qu'on a vu son maximum. Ça n'a jamais été un gars qui a amassé des points, peu importe où il est passé. Et ce n'est pas Fribourg qui va le faire. Même s'il est jumelé à Sørensen, on voit quand même que ce duo-là a des limites. Et moi, j'ai été un peu déçu aussi de l'implication de Delarose parce que, oui, on le voit ici et là, mais le gars, il a le coup de patin, il a la grosseur, il a tous les atouts d'être un joueur dominant, mais ça ne vient pas. Et moi, cette prolongation de contrat-là, moi, j'aurais attendu de voir également comme Rask un peu comment il finissait la saison avant de le signer. Mais peut-être que Dubé a des éléments, des statistiques ou des infos internes qu'il aime beaucoup. Ou que les agents ont bien travaillé. Ou que les agents ont bien travaillé à voir. Mais moi, Delarose, je questionne encore cette prolongation de contrat-là. Mais je reste sur ma fin. Rodrigo nous dit que dans les négatifs, il place aussi la communication du club. Bon, on en a un petit peu parlé quand même. C'est vrai que
des fois, il y a matière, autant quand on se présente à l'interview que quand on gère certains dossiers. Rodrigo précise Rossi, Connor Hughes aussi, et 3 petits points pour d'autres dossiers qu'on peut encore apprendre. On espère que ça change l'an prochain. Il va y avoir d'ailleurs un nouvel élément là, dans la communication du côté de Fribourg, de Marc-André Berset là, qui s'est joint à l'équipe. Donc, peut-être que ça améliorera un petit peu les communications. Évidemment, ce n'est pas son premier mandat, mais ça fait partie de ses mandats, je crois. Donc, peut-être que, justement, la communication, être plus transparent et peut-être avoir un coach à l'avant-match aussi. Ouais, ça, on dirait. Mais... Bon, ça, on vous l'a jamais dit, mais c'est vrai que Christian Dubé, peut-être vous êtes rendu compte de vous-même, n'est jamais venu à l'interview sur MySports parce qu'il est resté joueur dans l'âme. Christian Dubé, il se prépare comme un joueur. Hein, il va courir, il fait certainement son sauna avant le match. Et on a toujours le très disponible, on le remercie, Pavel Rosa. Oui. Mais si Dubé rend une des 2 casquettes, peut-être qu'il est disponible pour venir aussi chez nous. On l'accueille volontiers. Il a ses superstitions. C'est un ancien joueur. Il veut faire les choses à sa manière, de la façon qu'il le fait, toujours réglé. Et voilà, mais heureusement que Pavel Rosa était d'une grande générosité à chaque fois de venir à notre micro. Voilà, David, pour Fribourg. Les pré-playoffs sont terminés. On peut parler de l'autre série, mais on parlera quand on évoquera aussi le CP Berne qui s'est qualifié aux dépens de Berne. Je vous propose de passer à la présentation des 4 quarts de finale. On a de quoi se réjouir, Jonathan. Si on commence, on fait dans l'ordre. Honneur à celui qui a quand même réussi finalement à gagner sa saison régulière, Genève Servette. Genève Servette qui affrontera Lugano. On va aussi vous donner notre pronostic que vous retrouverez dès demain sur les réseaux sociaux de MySports et dans nos émissions également de manière plus détaillée. Ouais. On va rentrer un petit peu dans ce détail. Genève-Lugano, ça t'inspire quoi? Écoute, moi je pense que c'est l'adversaire, et on le dira jamais dans les médias, mais je pense que c'est l'adversaire que voulait Genève Servette en première ronde. On voulait, je pense, à tout prix éviter Berne. On a Lugano finalement. Et honnêtement, j'ai l'impression que ça va être une série parfaite pour Genève, justement, pour prendre confiance dans ces playoffs-là, parce que j'ai pas été convaincu du jeu de Lugano, même s'ils ont battu Fribourg. Puis là, c'est sûr qu'on peut dire ils sont sur un momentum et tout. Ouais, mais le momentum, on le remet à zéro là, parce qu'on affronte une nouvelle équipe. On va commencer en plus à la patinoire des Vernets. Pour les 2 équipes, c'est le plus long déplacement de la saison, donc il va y avoir beaucoup de trajets encore. Des nuits parfois à Genève pour Lugano, des nuits sûrement probablement aussi pour Lugano à Genève. Donc, ça va être une série qui, je pense, va être à l'avantage de Genève simplement par le talent qu'il y a dans cette équipe-là, par la profondeur d'effectifs, par les gars qui vont revenir en santé également. On pense à Robert Mayer qui pourrait faire également un retour devant la cage. Je pense que Genève Servette, avec leur titre de saison régulière d'acquis, avec tout ce qu'ils nous ont montré en saison régulière, j'ai l'impression qu'ils vont utiliser Lugano pour passer à la 2e vitesse. Alors, avant qu'on vous montre le pronostic de la rédaction de MySports, vous savez, on se mouille toujours, on aime bien. Après, vous nous ressortez des copies d'écran, puis on est toujours assez joueurs parce qu'on en rigole aussi. On aimerait voir les vôtres aussi, finalement, en retour, parce que de le faire avant la saison, c'est toujours compliqué et on peut tomber sur ceux qui essayent. Hein. Il y a que ceux... On n'a jamais l'air malin à la fin de la saison, mais probablement que tout le monde a de grosses erreurs dans leurs pronostics. Donc, on veut vous lire aussi pourquoi Genève doit gagner, pourquoi Lugano va peut-être créer la surprise. On va garder encore un petit suspense sur notre pronostic. C'est vrai que Genève part avec les faveurs de la côte, même si leurs fins de saison régulière n'ont pas été à la hauteur, mais on a clairement ce sentiment que j'ai relâché la pression dès le moment qu'on a su qu'on était dans les 2 premiers acquis et qu'on allait commencer à soigner les petits bobos, à préserver tel joueur parce qu'il avait une petite incertitude au niveau des adducteurs du genou, il a un problème avec une épaule, une main, que ça soit n'importe quel profil de joueur, et qu'on ne s'est pas alarmé et que chacun en a donné un petit peu moins, et on est toujours tombé contre des équipes très affamées aussi qui avaient besoin de points. On perdait d'un but, il y a eu certes une fessée contre Zug, mais c'est pas le même Zug qui a terminé la saison que celui qui l'a fait sur les 45 premiers matchs de la saison régulière. C'est tout ce que Genève peut apprendre, parce que si on regarde l'effectif,
il est quand même grand. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de blessés. On se pose peut-être la question d'un retour au premier match de Noah Rod. On ne saura pas pour l'instant. Et on ne le saura certainement pas avant demain la composition d'équipe pour l'acte 1. Mais sinon, il y a une énorme expérience. Il y a une légion d'étrangers qui a prouvé tout au long de la saison qu'elle était énorme. Powerplay. Jonathan, qui a été monstrueux. On parlait du powerplay de Fribourg-Gotteron, mais alors Genève a encore fait mieux. Oui, sinon ça a été une force pour l'équipe. Tu parlais des blessés. Le seul là qu'on sait qui ne sera pas des playoffs, c'est Simon Lecoultre. Le seul régulier qui ne sera pas des playoffs. Tu parles des étrangers. Pour la plupart des étrangers, c'est une dernière chance aussi de gagner un titre dans cette ligue-là. On parle de Tom Ernest qui va mettre le cap sur la SHL la saison prochaine. Daniel Winnick qui est vieillissant. Phil Poula, même chose. Omar, son avenir est nébuleux. Donc, pour certains joueurs aussi, je pense qu'il y a un sentiment de vouloir aller chercher un dernier titre par équipe dans leur carrière. Et je ne dis pas que Winnick et Phil Poula vont prendre leur retraite ou ne seront pas de retour la saison prochaine, mais à quoi va ressembler Genève Servette la saison prochaine? Ça, c'est la question, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation justement sur cette équipe qui est vieillissante. C'est le moment pour gagner pour Genève Servette. Puis Lugano, c'est pas l'équipe la plus physique, c'est pas l'équipe qui a le plus de mordant non plus. Et Genève a été... Il faut rappeler quand même que Winnick a joué en défense là, en fin de saison. C'était une équipe qui était hypothéquée par les blessures, c'est humain. Quand ta place en play-off est assurée, tu rentres dans les matchs avec moins de pression, avec peut-être moins la hargne de... Pas de gagner, parce que je pense que les athlètes veulent tous gagner, mais combien d'exemples on a les autres années d'équipes qui ralentissent en fait saison pour prévenir une blessure et être de la partie en play-off. Zoug l'a fait, Fribourg l'a fait la saison dernière aussi. Et c'est des équipes qui étaient quand même au rendez-vous en play-off. Exactement. Et l'autre équipe, l'adversaire, joue sa place en play-off, joue sa survie dans la ligue, joue... de se séparer d'une éventuelle série de play-out. Donc, eux arrivent avec un but tellement important que c'est sûr que pour Genève, ils ont plus subi en fin de saison qu'ils ont dicté le jeu. J'ai vraiment l'impression qu'on peut mettre ça derrière pour les séries de play-off. Si on vous lit dans les chats. Loïc, 4-2 Genève. Didier Krebs qui dit si on joue sur notre valeur, il n'y a pas photo. Lugano a un meilleur gardien de la série. Nouti Gaëtan Grossrider, mais peu importe qui est devant le filet des Aigles, à ne pas négliger. 4-2 Genève Julien aussi. Donc pas de Lugano que je lis. Donc pas de surprise à ce niveau-là pour vous. Je trouve intéressant. Lugano a le meilleur gardien. Koskinen, là, c'est up and down, hein? C'est des montagnes russes. C'est ce que nous dit aussi Kevin, c'est que si vous sortez Koskinen de la zone de confort, c'est clairement pas le point fort de Lugano. Et ça, on l'a vu, il a été chaud brûlant contre Fribourg avec 96-97% d'arrêt, peut-être même plus 98 contre Gotteron, mais c'est clairement pas... C'est pas la même attaque. C'est pas la même attaque, puis là... C'est clairement pas un gardien que je dirais fiable. Non, moi c'est... Je pense que le duo de gardiens, même s'il y a toujours ce risque blessure à Genève Servette, est un duo de gardiens ultra dominant si les deux sont à disposition du coach Yann Cadieux. Bien sûr qu'on se pose des questions, et je crois que c'est ce qui ressort aussi des personnes qui nous écrivent, parce que Robert Mayer a été blessé en fin de saison, qu'on l'a préservé, qu'on a soigné son retour pour qu'il soit prêt, et que Desclous, on le sait, a connu quelques couacs et qui n'est pas à l'abri. Et on ne souhaite pas ça, bien sûr, que si Genève peut tenir avec ses deux gardiens, il n'y a pas photo au niveau du poste de gardien de but. Non, puis Koskinen, pour revenir sur lui, tout au long de sa carrière, que ce soit en NHL, que ce soit en KHL, c'est différent, là. Il avait des chiffres astronomiques, mais ça a toujours été un gardien où on s'est posé des questions sur justement la constance. Il est capable de sortir un match incroyable un soir, et l'autre soir, il laisse passer un ballon de plage. Et là, contre Fribourg, j'en ai parlé, il n'a pas été, il avait pas de circulation devant lui. Il n'avait pas un joueur qui est posté devant lui. Quand il va avoir un Winnick qui rentre à toute allure devant sa cage, peut-être qu'il va se poser une ou deux questions. Et c'est là où moi, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit le meilleur gardien de cette série-là. Au contraire, je pense pas que c'est le meilleur gardien de cette série-là, mais oui, il peut voler un match. Oui, il peut sortir une grosse soirée.
Mais je pense que sur la longueur, ça ne tiendra pas. Voilà. Jonathan, on va lever le voile sur notre pronostic de la rédaction. On en a parlé ce matin, on a préparé tout ça pour nos prochaines émissions. Tu peux nous dévoiler le résultat? Juste avant de dévoiler, il y a Gaétan qui dit qu'Oskinen a gagné en KHL. Oui, il a des stats incroyables, mais regardez aussi l'équipe avec laquelle il jouait. En KHL, là, il y a 2 équipes qui sont supérieures à tout le monde, Saint-Pétersbourg et Moscou. Il faisait partie de ces équipes-là. Il faisait partie des meilleures équipes aussi. Il avait une équipe devant lui qui était astronomique. C'est sûr que ça aide aussi aux statistiques. Bon, terminé sur Koskinen. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mais c'est vrai qu'il avait des stats incroyables en KHL. C'est d'ailleurs ce qui l'a fait traverser en NHL. Notre pronostic de la rédaction pour cette série, c'est une victoire de 4-1 de Genève Servette sur le HC Lugano. Donc, ce serait d'ailleurs une victoire à la patinoire des Vernets pour éliminer Lugano. Pourquoi? Parce que si on compare chaque secteur de jeu des 2 équipes, pour moi, Genève est toujours meilleur que Lugano. Ça se vaut peut-être dans les discussions, vous pouvez argumenter comme vous voulez pour le poste de gardien, mais en défense, Genève a vraiment amené des garanties et quand l'effectif est quasiment au complet, c'est une défensive ultra solide, hein, même quand on a Tom Ernest et Vatanen qui sont ultra offensifs. On a des cartes avec Ovitu, puis on a des cartes avec Carrère, Maurer, des joueurs qui ont vraiment connu une belle évolution avec Genève Servette. En attaque, pour moi, il n'y a pas d'équivalent non plus parce que Genève Servette a un effectif plus complet, plus profond, de meilleure qualité. Et il y a Arcobello qui est blessé en tout cas pour l'entier des quarts de finale. Il s'était brisé la malléole. Connolly, on n'en sait pas mais plus il n'était pas là en pré-playoff. Donc voilà. Au niveau du coach, bien sûr que Yann Cadieux n'a pas une énorme expérience encore à faire valoir en playoff, mais Gianni Nazzi, il n'en a pas du tout. Il n'en a pas du tout. Donc ça, c'est aussi dans la balance et c'est pour ça qu'on voit Genève retrouver du mordant et essayer, si ça doit être le cas, de ne pas trop se compliquer la tâche dès les quarts de finale pour retrouver toute cette confiance qu'on a accumulée quand même jusque dans les 45 premières journées de championnat où tout était merveilleux. Ce serait important pour Genève, de toute façon, de rentrer dans cette série-là dès la première minute et d'installer son système de jeu. C'est Lugano qui doit subir la façon de jouer de Genève et pas le contraire. On ne doit pas laisser aucune chance à Lugano d'installer son jeu. Et il y a un contentieux de la saison dernière où Lugano avait éliminé quand même Genève en pré-playoff, là aussi à la surprise. Donc c'est la 2e année que Lugano nous fait le coup quand même d'une saison où on annonce monts et merveilles pour le club de Vicky Mantegazza et que ça se passe mal au niveau de la saison régulière, mais qu'on sauve les miches pour arriver finalement en playoff. Ils avaient posé des problèmes à Zoug. Je crois que ça avait fini 4-2 hein, de mémoire la série de quart de finale la saison dernière. Ça pourrait être 4-1, ça pourrait être 4-2. On joue sur le détail, mais Genève passe pour moi. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec ça aussi, même que moi j'avais dit 4-0 parce que même dans les matchs contre Fribourg-Gotteron, ils n'ont jamais joué 60 minutes. Ils ont subi pendant de nombreuses périodes, mais Fribourg ne profitait pas de ses chances, n'allait pas dans la zone payante. Mais on chantait un HC Lugano pas trop confiant sur les talons. Donc c'est assez compliqué pour cette équipe-là cette saison. Et c'est pourquoi moi, je vois Genève aussi passer sans trop de difficultés. Et il y a le commentaire aussi de Louis qui dit qu'il ne faut pas oublier que Lugano revient de très loin. Ils reviennent de très loin, mais c'est aussi un ils ont le momentum. On ne peut pas leur enlever. Ils ont le momentum, mais en même temps, ils sont revenus tout au long de la saison, ont dépensé de l'énergie à vouloir revenir dans cette saison-là, les pré-playoffs et tout. Puis j'écoutais, est-ce que t'es pas brûlé finalement? Est-ce que t'es pas brûlé? Est-ce qu'ils vont rentrer peut-être brûlés mentalement? Et on parle beaucoup de momentum. Puis je suis le premier à utiliser ce terme-là, mais j'écoutais un coach québécois bien connu ici, Guy Boucher, qu'on avait vu coacher du côté de Berne. Et il parlait justement du momentum. Guy Boucher qui a toujours des remarques très intéressantes. Et il disait le momentum, c'est période après période. Dès que ça se termine, dès qu'une période se termine, tout peut changer. Le momentum, tu le perds. Et là, c'est pas juste une nouvelle période qui commence. C'est pas juste un nouveau match qui commence. C'est une nouvelle série contre un nouvel adversaire. Donc, Lugano, techniquement, n'a pas plus de momentum que Genève Servette en entrant dans cette série-là. Et là, l'équipe qui va acquérir le momentum dans cette série-là, c'est celle qui est capable de justement d'installer son jeu,
de gagner en confiance. Et c'est cette équipe-là qui va sortir vainqueur de ce quart de finale-là. Oui, bien sûr qu'il ne faudra pas faire tout à l'envers dans la première soirée au Vernet demain pour Genève Servette, donc mardi 14 pour ceux qui nous écoutent en rediffusion de ce podcast. Autant bien commencer les playoffs en installant la table et en posant les attentions de cette équipe qui est quand même bâtie pour aller bien plus loin dans ces séries éliminatoires. Ouais, donc voilà, premier pronostic 4-1 pour Genève, mais ça aurait bien pu être 4-0, 4-2, peu importe. Mais nous, on mettait Genève devant. On vous voit plus nombreux sur le chat, ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Il y a un concours qui a été lancé. Vous pouvez gagner ce magnifique maillot de Inti Pestoni, maillot de match et brodé, tout ce que vous voulez. Un magnifique cadeau que l'on vous offre. Répondez à cette question. Combien de saisons Inti Pestoni a-t-il effectué avec le maillot d'Ambri Piotta en National League ? Il a un petit peu connu des départs dans d'autres clubs qui lui ont pas vraiment souri. Il est revenu à la maison. Mais au total, ça fait combien? On vous lit. Ouais, il y a eu déjà plusieurs bonnes réponses dans le chat. Là, tu dis trop. Après, tu fais du copier-coller. Laisse les gens aller chercher un petit peu. Il y a eu plusieurs mauvaises réponses. Non, il y a eu plusieurs réponses dans le chat déjà qui ont été données. On vous rappelle qu'on fait le tirage au sort après l'émission. Donc, on va vous écrire directement pour le gagnant. Là. Donc, voilà. Deuxième série de quart de finale, parce que là, déjà, l'heure avance. David, oui. t'es fidèle à tes habitudes, hein, déjà. Pas de souci. Je suis là, comptez 1h45 d'émission. Vous avez du temps, parce que là, on en est à 42 minutes environ, et on va encore discuter une heure. Quand David est sur Overtime, on sait qu'on va dîner, qu'on va manger là, pour le repas autour de 14h. Mais je suis sûr que les gens adorent. Je suis sûr que oui, les gens adorent parce temps. qu'ils veulent... Des fois, c'est ce qu'on me redit aussi quand on me croise en patinoire. J'adore discuter avec les spectateurs et tout. On nous dit des fois, c'est le côté un peu frustrant de vos studios parce que c'est minuté tout près, puis on peut pas développer. Moi, sur Overtime, c'est l'avantage. Voilà, on peut... et puis moi, j'adore aussi papoter de hockey. Il n'est pas en reste. Hein. Je dis ça, mais quand tu regardes le temps que je fais Overtime NHL, c'est pas mieux. Allez, on vous présente la deuxième série qui est vraiment alléchante. Berne. Le deuxième, donc, contre l'équipe qui a su se sortir des pré-playoffs, le CP Berne, aux dépens de Cloton. C'est un derby 100% bernois. C'est un derby, Jonathan, qui sont bons la poudre là, pour lancer les playoffs. T'as tellement deux équipes avec des styles de jeu complètement différents, mais qui va probablement nous donner une série hyper intéressante à suivre. T'as le CP Berne qui vient d'éliminer Cloton, qui joue un style de jeu à la CP Berne, un style de jeu qui va être physique, et c'est un style de jeu qui ne va pas bien habituellement au HC Bienne. Mais le HC Bienne qui sort d'une saison où il termine à égalité au premier rang au niveau des points. Ils ont terminé deuxième, ils sont pleins de confiance, ils marquent des buts, une efficacité devant la cage incroyable. Donc, ça va être hyper serré, hyper intéressant comme série. Et j'ai l'impression qu'il y a le complexe roman dans cette série-là. Moi, j'ai l'impression que les gens ils se disent « Ah, Bienne, ils vont perdre contre le CP Berne. » D'ailleurs, Berne n'a jamais remporté une série de playoffs. Bienne, oui. N'a jamais remporté une série de playoffs en National League contre Berne. C'est 4 défaites en 4 séries. Ouais, mais moi, j'ai pas envie... Spécialiste maison est même remonté fin des années 80. Spécialiste maison qu'on salue d'ailleurs, M. Beuchat, qui va d'ailleurs commenter le premier match de cette série-là demain. Mais moi, le complexe roman, je ne l'ai pas trop parce que ça fait pas très longtemps que je suis en Suisse. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment l'impression qu'au final, la saison du HC Bienne n'était pas que feu de paille. Mais je m'attends quand même à du jeu sacrément bien disputé. Alors, lâchez aussi vos impressions de ce que va nous livrer ce quart de finale. Là, on lit déjà Sébastien, 4-1 pour Bienne. 4-1 ou 4-2, nous dit Fabrice de Gobet, le gardien de National League. J'aime bien les deux, justement, les deux raisons pourquoi Fabrice, qui nous parle du gardien du CP Berne, qui a connu un très bon Vutriche, qui a très bien joué en pré-playoff. Qui a connu une très bonne saison, très régulière aussi. Série au meilleur des 7, c'est encore un jeune gardien. Et Louis qui nous dit Bienne est plus en confiance avec la saison qu'ils ont fait que le CP Berne. Je trouve que c'est quand même deux arguments qui se tiennent pour expliquer pourquoi on pourrait mettre Bienne favori. Si on revient sur les gardiens d'abord, c'est clair que si on met dans la balance Sateri et
De l'autre côté, Vutriche, on va clairement pencher en faveur du HC Bienne qui, avec Sateri, cette saison, s'est vraiment assuré un gardien de top qualité. Si vous partez avec une option, parce que d'un coup, dans la série, ça ne tourne pas comme vous le voulez, d'aligner Van Pottelberg, vous avez une doublure de qualité, même s'il revient depuis pas longtemps et que lui doit encore retrouver le game shape, le rythme et de le mettre en play-off. Bien sûr qu'il attend ça, il est revenu, il s'est battu cette saison pour revenir là, mais ça peut amener son lot de pression, mais vous pouvez apporter un étranger de plus dans l'alignement des joueurs de champ. Donc à ce niveau-là, Bienne est paré beaucoup mieux que Berne, qui a certes pris Karunen aussi comme troisième gardien pour bien sûr s'assurer des éventualités supplémentaires, mais voilà. J'aime bien le commentaire de Gaëtan qui dit Dido fera la différence, mais je sais pas pour quel club. Alors, Gaëtan, tu as raison. On en a parlé ce matin. Quel sera le visage de Di Domenico? Est-ce que ça sera le visage d'un joueur ultra dominant qui a terminé avec plus de 50 points la saison régulière et qui peut faire un bien fou à chaque apparition sur glace? Ou est-ce que c'est le Di Domenico un petit peu de cette fin de saison qui s'est posé beaucoup de questions, qui a rompu son contrat, qui revient à Fribourg, qui a été quand même un garçon terrible, un bad boy contre Bienne et Radgeb d'ailleurs. Tiens, les retrouvailles, ça peut être aussi une histoire sympa, mais qui a aussi été et moi je pense qu'il n'a pas aidé son équipe en pré-playoff parce qu'il est allé que chercher l'adversaire. Regardez le match en retour, il va sur Marchand, il va mettre des solides charges, il joue un petit peu à la limite de la simulation, il provoque des fautes, ça aide l'équipe dans l'ensemble. Mais ça peut les pénaliser parce qu'il a aussi pris 5 pour un coup de coude derrière la nuque d'un adversaire. C'est ce joueur versatile que tout le monde veut avoir quand il est bien luné. Je sais bien que Radgeb n'est pas un joueur qui est là pour la bagarre, on s'entend. Là, mais il a connu l'Amérique du Nord, Radgeb. Il a connu l'Amérique du Nord, et moi, être Yannick Radgeb et même être le coach du HC Bienne, être Andy Tormanen, je m'assois avec Yannick Radgeb et je lui dis, ton mandat du premier match, c'est de le sortir de sa game. Bon, peut-être qu'il joue pas. Hein. Radgeb a des graves problèmes de dos depuis quelques semaines. Mais s'il joue, mais même si c'est pas Radgeb, n'importe quel joueur un peu physique qui est capable de tenir tête à Dido, c'est de le sortir de sa tête. Le petit coup qui passe inaperçu, parler avec lui sur la patinoire, mais ça va, lui rappeler Jonathan. Justement... Bien sûr que ça va fonctionner comme ça, mais Dido, il est capable de vous faire péter les plombs dans l'équipe adverse aussi, parce qu'il parle, et on disait de certains joueurs qu'ils avaient 3 poumons, lui il en a peut-être 4, hein, parce que... Oui, mais en même temps, il parle beaucoup, mais si tu sais qui est le personnage Di Domenico. Si tu te contrôles le moindrement, puis tu ne le laisses pas t'affecter dans une série de playoffs aussi importante, je pense que tu es capable de contenir tes émotions. Di Domenico, par contre, contenir ses émotions, il est incapable de le faire. Donc lui... Le trash talk, il mord à ça tout de suite. Et c'est là aussi tu le sors de sa game. Et s'il nous fait un Dido Radgeb numéro 2, ben, à la longue, il va juste être suspendu. Il va peut-être se sortir du match, une pénalité majeure. Puis c'est peut-être là le tournant de la série. Moi, je suis quand même pas inquiet pour l'équipe de Berne. Ça va être une série complètement folle. Mais quand Dido a été suspendu, Lindberg et Siviour ont eu tellement les pleins pouvoirs que le match qu'il fallait gagner, je crois que c'était le dernier ou l'avant-dernier de la saison régulière, ils ont fait 3 et 4 points les deux dans ce match. Donc des fois, on est aussi étouffé par Di Domenico qui prend beaucoup de lumière et on a des tops étrangers. On a quand même retrouvé un effectif au complet. Hein. Maintenant, si on doit mettre dans la balance, Kaoun est revenu, Jelina est à disposition, je crois que Golubev est absent, mais on a au niveau des étrangers aussi des joueurs qui ont su faire leurs points cette saison. Berne n'est pas à prendre à la légère et c'est pour ça qu'on vous lit. Mais j'aime bien aussi le commentaire de Jérémy Abeguer qui dit 4-2 Bienne, il trouve toujours un moyen de gagner cette saison. Et là, je suis aussi entièrement d'accord avec toi, Jérémy, parce que Bienne est quand même incroyable cette année. Même quand on les donne perdants dans un match, et le match à Lugano, on est encore le parfait exemple. Ils perdent 5-1, c'est une soirée où il n'y a pas vraiment d'enjeu hormis la première place. Ils trouvent les ressources de revenir à 5-5 et gagner 5-6. C'est une équipe de caractère et qui a une efficacité devant le but énorme. Et sur le dernier match, c'est même indécent, assolant. Hein. On a lu aussi ce commentaire-là de Bienne qui tire et qui marque quasiment systématiquement. Ça sera moins le cas en play-off parce que ça va jouer différemment et resserré. Mais Bienne, c'est vrai qu'ils ont un style de jeu assez, on va dire,
prévisible par moment et ça leur a coûté les dernières éliminations en play-off assez frustrantes contre Zurich, notamment la saison dernière. Mais ils sont mieux armés cette année pour aller de l'avant. Oui, puis on l'a dit toute la saison, il y a de la profondeur dans cette équipe-là. Le troisième trio qui, quant à Brunner, Kunzle, Kunti sur le troisième bloc, tu as quand même de la profondeur. Il y a de la profondeur dans cette équipe-là. Il y a Riley Sheehan comme septième étranger. Si jamais, pour X ou Y raison, ça se passe pas bien pour Sateri, ou qu'on décide tout simplement d'y aller avec l'expérience de Riley Sheehan dans les autres ligues, parce qu'il a joué contre des étrangers de Berne. C'est un gars qui a joué en playoff aussi, qui connaît cette game de playoff, qui pourrait tenir tête aussi à Di Domenico parce que c'est un gros bonhomme assez solide. Peut-être qu'on a le luxe de se permettre d'avoir un Van Pottelberg devant la cage pour mettre un Sheehan. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette équipe du HC Bienne que moi, je ne suis pas prêt à tasser du revers de la main. Attention, je vais te lire le commentaire de Ludovic, de citation littéraire, qui nous dit « Un 4 Berne, le SCB n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est presque éliminé. Ils sont capables d'aller chercher le titre. Ils l'ont déjà fait en terminant 8e et en étant champion. » Bien sûr qu'on ne va pas écarter le CP Berne si facilement. Hein. C'est pour ça que quand on parle de cette série, et on va aller de notre pronostic, Jonathan, tu peux l'afficher. Vous allez comprendre, hein, on donne un succès biennois 4-3 d'un rien, parce que pour moi, ça va être la série la plus serrée, la plus indécise, et elle peut tourner des deux côtés. Bien a beaucoup d'arguments en sa faveur qui plaident pour une qualification. Mais je ne suis pas sûr qu'au moment d'hériter, après les pré-playoffs, le CP Berne, ça a été le meilleur choix possible pour des Biennois qui seraient plus partis pour aller affronter Cloton ou Lugano, même Fribourg, hein, parce qu'ils pouvaient hériter de Fribourg. Ouais. Ils ne pouvaient pas hériter de Lugano, mais ça y va quand même, au final, deux matchs au pluriel qui seront hauts en émotion. Certainement. Je pense qu'on était tous d'accord dans la rédaction pour mettre 3-3. Mais c'est le 7e match qui... Attends, t'as pas des dés là? Tu peux pas les lancer? Écoute, c'était presque ça parce que... Et puis, c'est pas faux ce que Ludovic dit. Cette équipe-là a une ADN de vainqueur, sait comment gagner des matchs, sait comment gagner des matchs importants. Alors que du côté de Bienne, c'est tout le contraire. Gagner en National League, dans les dernières années, ça a été compliqué. On a perdu l'an dernier en 7 justement contre Zurich, alors qu'on avait l'avance dans la série. Ensuite, on a perdu en pré-playoff contre Rapperswil il y a 2 ans. Pour Bienne, c'est compliqué d'aller gagner. Donc, ils ont tout à prouver de cette bonne saison maintenant en playoff. Mais ça va être un choc, justement, de deux idéologies. L'attaque qui fonctionne à plein régime. C'est là que je voulais dire, Jonathan. Le style bernois, ça va être incroyable. Bienne ne doit pas oublier ce qu'il a fait depuis 2, 3, 4 ans de manière très bien. Et même depuis le retour en National League, ils ont grandi. Ils sont devenus le club qu'ils sont aujourd'hui, capables d'aller chercher la 2e place de la saison régulière en étant attractif, plaisant à voir et offensif. Contre Zurich, la saison dernière, ils ont aussi perdu la série parce que Zurich a fermé, verrouillé derrière. Ils sont tombés face à un gardien qui était Jakub Kovar, qui semblait 3 fois plus grand que le but. Il va falloir marquer des buts. Il va falloir se faire plaisir, rigoler comme ils l'ont fait toute la saison et pas tomber dans le jeu finalement des Bernois qui ont une défense un peu légère. Oui, il y a des Leffel, Untersander, Tevez qui a donné aussi une bonne impression depuis qu'il est arrivé à Berne, mais on a aussi des Kola Gerber, on a aussi un Mika Einauer qui n'a pas beaucoup joué cette saison, on a Sgragen qui est parfois quand même limité dans son jeu. Donc Bienne peut clairement faire sauter la défensive bernoise. Mais il ne faut pas l'oublier, parce que des fois, en play-off, on revient des fois un peu avec la peur au ventre, se dire « Ah, c'est bien, on a le premier match, il va falloir un but peut suffire et tout. » Si Bienne joue du Bienne, pour moi, ça passe. Très bonne explication. Je suis d'accord avec toi, puis c'est d'ailleurs pourquoi moi aussi j'étais d'accord pour y aller avec ce 4-3 donc pour le HC Bienne, mais on s'attend à une série longue et éprouvante pour les deux équipes, peu importe qui l'emporte. Ça, c'est en tout cas la série que si j'ai le choix d'en choisir et d'en regarder qu'une, je regarderai celle-là parce que d'un côté, ça va taper, ça va peut-être répondre, il y aura de la provocation, du crash talk, il y aura des buts, des jolies réussites. Il y a vraiment beaucoup de qualités réunies des deux côtés pour que
le momentum soit, comme tu le disais, tiers par tiers et même peut-être... présence par présence. Voilà. Un power play Changer. peut changer tout le momentum d'un match et dans cette rencontre-là, ça peut être le cas. Puis 2 patinoires aussi. La Tissot Arena cette saison, moi, pour être allé y commenter 2 fois, je crois, ça a été une patinoire où j'ai été surpris de l'ambiance, ce qui était très rempli. Puis Berne, la Post-Finance Arena, pas besoin d'en parler, le mur qui était déjà plein contre l'Automne. S'ils ne remplissent pas dans un derby bien Berne cette Post-Finance Arena comme ils ont eu des problèmes, je ne comprends pas. Ça, donc l'ambiance, il y en aura. Exactement. Et ça, c'est tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Oui. Voilà. Il nous reste encore 2 séries. Oui, Rapperswil Zug, le 3e contre le 6e de la saison régulière. Là aussi, au niveau du jeu, c'est une très belle affiche entre 2 formations qui ont quand même une réputation d'être plaisantes à suivre, à regarder. Rapperswil, c'est toujours le petit qui devient grand et qu'on ne sait pas comment placer au terme de nos pronostics. Est-ce que c'est le Rapperswil qui peut vraiment confirmer qu'on a pleinement les qualités ou est-ce que c'est le Rapperswil qui, comme la saison dernière, va connaître un petit couac lorsque les playoffs arrivent et que ça se resserre? Eh bien, on va le savoir rapidement, mais ça, c'est aussi une très belle affiche entre le double champion de Suisse en titre, Jonathan, qui n'est pas mort, et une équipe de Rapperswil qui se verrait bien peut-être l'envoyer en vacances. Zug a une aura autour de cette équipe. Personne ne voulait les affronter en playoff. C'est pas compliqué. Double champion. Et surtout, tu as Giannoni devant la cage. Et ils ont prouvé en fin de saison qu'ils étaient revenus à leur niveau, que Giannoni également était revenu à son niveau de performance. Donc, on va vraiment avoir l'expérience zugoise contre le talent. Et j'aime pas dire inexpérience parce que c'est pas une équipe inexpérimentée. Mais... je sais pas, il y a quelque chose autour de Rapi qui m'a surpris toute la saison, qui m'a impressionné toute la saison. Et j'ai de la difficulté à mettre un favori dans cette série-là, honnêtement, parce que tu as Chervenka, meilleur pointeur de la Ligue d'un côté, avec Tyler Moy qui joue sa meilleure saison à vie. Et de l'autre côté, tu as un Giannoni qui peut voler les playoffs à lui seul. Mais quand tu es à DC, Jonathan, est-ce que tu privilégies l'équipe qui a l'avantage de la glace ou celle qui est double championne en titre? T'as pas de joker, tu dois répondre. Honnêtement, j'irai avec l'expérience zougoise. Je pense que ça va faire une grosse différence. Puis l'expérience zougoise et Giannoni. Et habituellement, il y a l'adage qui dit que ce sont les défensifs qui gagnent les championnats. Et là-dessus, je pense que Zug, niveau défensif, s'ils sont à leur plein potentiel, sont supérieurs à Rapperswil, qui a une meilleure attaque, par contre. Quoi que Rapperswil, en saison régulière, 3e plus bas total de buts marqués, de buts concédés, 2e plus haut marqué. Donc, c'est quand même une équipe complète, mais par l'expérience zougoise. Après, l'expérience vient aussi peut-être avec un peu plus de fatigue, des plus longues saisons, année après année, mais... je doute quand même que Zug va arriver exténué dans cette série-là. Je pense que ça va être du hockey de très haut niveau. Après, il faut un magicien du côté de Rapperswil. Il faut que Chervenka fasse du Chervenka. Ouais. Parce que si Chervenka est pas bien luné, énervé, frustré comme il peut l'être aussi, ou bien muselé par l'adversaire, ce qui sera certainement le cas parce que je crois que le plan de match, il n'est pas si difficile à faire. Si tu arrives à priver Chervenka de créer du jeu, des espaces comme il aime en faire et de pas trop lui donner du temps de jeu en powerplay parce que là, il excelle aussi avec derrière Noro et puis Moy qui peut armer à n'importe quel moment. Ça sera aussi une des clés peut-être de la série. Mais si tu arrives à créer de la magie comme Chervenka le peut faire, Rapperswil peut vraiment devenir très dangereux. Oui. C'est ça. Mais après, je dis pas la seule solution de Rapperswil, ça serait réduire tout ce qu'ils ont fait de bien ces dernières années. Que sur un seul homme, et j'aime pas ça. Mais Chervenka, on l'a vu quand il est revenu de blessure, il tournait quasiment à 3 points par match, il était inarrêtable. Ça s'est un petit peu tassé sur cette fin de saison. Il a fini, bien sûr, meilleur compteur du championnat, MVP de la saison régulière. Je crois que c'est mérité, il n'y a pas de discussion vraiment à avoir là-dessus. Mais attention aux playoffs, parce que Chervenka, forcément, c'est une cible, il a une énorme cible dans le dos. On va aller le chercher, on va essayer de le sortir du match. En face, il y a un certain Jan Kovar. Jan Kovar, je confonds toujours les deux frangins maintenant qu'ils ont joué en Suisse avec Yacoub. Jan Kovar qui, pour moi, est le joueur avec peut-être Winnick le plus complet quand tu dois amener quelqu'un sur la glace parce que il est très bon, il a des mains incroyables, il a un sens du but, de création du jeu.
Il est dur, il vient toujours chercher le gardien. Regardez une fois Kovar, comment après une interruption du jeu, il est tout le temps à donner des petits coups. Il est capable de sortir d'un match, il va peut-être s'occuper de Červenka comme il l'avait fait avec Tom Ernest, souvenez-vous. C'est drôle parce que Kovar, quand on parle de Jan Kovar, physiquement, là, moi quand je le vois jouer, mon premier réflexe, c'est pas de dire ça c'est un joueur de play-off. Mais après les 2 dernières saisons, c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de play-off qu'on a dans le championnat parce que justement, il a tellement de talent, de vitesse, et il est physique, il est capable de devenir physique aussi. Et là, tu parles de Kovar, mais il y a aussi Klingberg, il y a aussi Abdelkader, il y a aussi Hoffman qui va revenir. Évidemment, lui, c'est pas pour le côté physique et contrer Červenka, mais là, tu ramènes un élément important offensif de cette équipe de Zug. Hoffman, on ne sait pas, mais lui nous a dit... devrait revenir en play-off. Je serai prêt quand ça compte. Exactement. Donc ça compte à partir de mercredi. Voilà, on lit entre les lignes, devrait revenir du moins au cours de cette série, à voir quand exactement. Et quand on met tout ça ensemble, ben... Écoute, j'ai encore à discuter parce que quand on regarde les performances de Rapperswil tout au long de la saison, les performances sont celles d'une équipe qui peut aspirer à être championne. Quand on regarde sur papier, Zug reste quand même une équipe avec plus de profondeur que Rapperswil et surtout l'expérience. Est-ce qu'on peut baser notre théorie sur que l'expérience? Dans le chat, du moins, j'ai l'impression que c'est un peu là-dedans qu'on va aussi. 4-2 pour Didier qui nous dit 4-2 Zug. Ludovic 4-2 Zug. Marc 4-1 Zug. Kevin 4-2 Zug. Donc, pour l'instant, tout le monde est à peu près... Fabrice 4-0, 4-1 pour Zug. Ouais. Tout le monde est dans le chat là, qui nous... qui vont vers Zug. Confrontation directe de la saison, j'ai vite contrôlé. C'est 2 victoires de chaque côté avec des succès pour chacun une fois 3-0 et une fois même au penalty pour le succès de Rapperswil à la Bossard Arena. Zug qui s'est aussi imposé sur la glace de Rapperswil. Donc voilà, une série intéressante et je pense que ce qui est ressorti aussi de nos discussions avant dans la séance de rédaction pour préparer ces playoffs, c'est aussi de laisser toujours ce petit plus au double tenant je pense du trophée. On peut montrer là le résultat aussi que l'on imagine. Bien sûr, je prends toutes les facettes nécessaires parce que voilà, mais Zug est quand même mieux armé. Si tu récupères aussi Hoffman, tu as récupéré Hanson en fin de saison régulière qui n'a pas beaucoup joué cette saison. Tu as des cartes avec Abdelkader, avec Lindbergh au niveau des étrangers. Tu as O'Neill qui retrouve une très grande forme. Carter Camper qu'on n'a peut-être pas encore assez vu. Il y a un petit peu plus chez Zug que chez Rapperswil. Ça ne veut pas dire que ça sera des matchs facile d'avance pour Zug, et je crois que Zug l'a démontré aussi avec sa saison que oui, sur la fin de la saison, on a retrouvé un très bon Giannoni. Ça sera aussi une des clés par rapport à Niffler, son opposant de l'autre côté de la glace, un match dans le match. Mais voilà, Rapperswil aussi, 3e de la saison régulière. Je demande à beaucoup, à part peut-être Enrique Nunez qui est un fanatique de Rapperswil, de les placer 3e avant la saison. Il n'y a pas beaucoup qui se levaient pour les placer si haut dans la hiérarchie. Il y a Marc justement qui nous dit, on disait tous que Rapi serait 10e. C'est vrai qu'on ne les voyait pas aussi haut. Notre pronostic 4-2 Zug, mais ce serait 4-2 Rapperswil, puis je ne serais pas choqué non plus. C'est dire à quel point cette équipe-là a fait des petits miracles, des petites merveilles pendant la saison régulière. Et pour revenir aux commentaires de Ludovic, Abdelkader avait été un joueur très chiant à affronter la saison dernière, demandé au DLSC ou au GSHC. Quand il était à Zug ou quand il était à Lugano, les 2 fois en play-off, c'est vraiment ce joueur qui a ce profil-là. Et c'est pourquoi on va le rechercher. On va le rechercher justement pour qu'il ait ce rôle avec cette équipe en play-off. Donc, à voir, mais ça va être ça aussi. On est gâtés quand même parce que on est choyé parce que les affrontements là, de première ronde sont quand même de très haut niveau. Ça, on doit le dire. Bon, on serait déçus si ça tournait tout 4-0, mais je vous promets qu'à mon avis, ça ne sera pas le cas. Vous pouvez venir m'en parler si c'est le cas. On rappelle encore une fois le concours. À gagner ce magnifique maillot brodé officiel d'Inti Pestoni, le maillot de match du joueur
l'enfant du pays de la Levantine, qui est revenu maintenant depuis 2 saisons dans son club de cœur. Mais combien de saisons Inti Pestoni a-t-il disputé au total avec le maillot d'Ambry sur les épaules en National League, en Liga à l'époque? C'est la question à laquelle vous pouvez encore répondre. Hein. Pas besoin de participer 26 fois. Nous, on triera et on retiendra un seul nom, mais il faut une bonne réponse à ça. Ça vous demande peut-être de remonter dans le chat. Comme disait Jonathan, il y a beaucoup de bonnes réponses, ou alors d'aller chercher. C'est quand même assez facile à trouver. Jonathan, dernière série à présenter? Dernière série, ZSC Lions, HC Davos, les équipes qui ont terminé 4e et 5e de la saison régulière. Les ZSC qui ont retrouvé la forme en cette fin de saison. Ça a été très compliqué à l'arrivée de Mark Crawford, mais on retrouve les ZSC Lions et surtout les Zurichois retrouvent Sven Andrighetto dans leur alignement. Ils l'ont retrouvé lors des 2 derniers matchs de la saison. Il a été absent une bonne partie de l'année. Ça peut peut-être expliquer pourquoi ça a été compliqué par certains moments du côté de Zurich et également Dennis Rollenstein qu'on retrouve. Du côté du HC Davos, ça a été une très bonne saison quand même dans l'ensemble pour le HC Davos. Même si on a changé d'entraîneur, ça n'a pas trop affecté l'équipe. Ça a été une fin de saison un peu plus compliquée tout de même pour le HC Davos. Mais il va y avoir là une belle rivalité aussi. Zurich-Davos, quand même, ça va être une belle série. C'est le classiqueur, Jonathan. Voilà. C'est le club le plus titré face à celui qui est souvent le plus ambitieux et celui qui veut toujours ses titres. Donc, c'est aussi des matchs toujours avec des patinoires fortement bien garnis parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de supporters zurichois qui ont un chalet dans la station Grisonne. D'ailleurs, s'il est libre dans la période après la saison, on passe volontiers. Non, je rigole. Mais non, c'est toujours une affiche classique vraiment de ce championnat, Zurich-Davos. C'est vrai que Zurich a joué au yo-yo toute la saison, a fait du Zurich finalement, j'ai envie de vous dire, parce que Zurich, des fois, ils sont chiants à regarder, ils ont un talent énorme, et sur certains matchs, il ne se passe rien, il n'y a pas d'émotion, et ils perdent 3-4 matchs, il n'y a aucune panique à bord, on gagne 3 d'après, et c'est ce qui s'est passé avec d'abord Grunborg à la barre jusqu'à Noël. On a changé d'entraîneur parce que Crawford s'est présenté sur le marché, et j'ai eu l'impression qu'on a un petit peu changé aussi parce que Grunborg avait annoncé son départ et qu'il n'avait encore pas gagné avec Zurich, mais surtout parce qu'on avait peur de perdre Crawford, de le voir aller ailleurs. C'est ce sentiment que j'ai eu quand on a eu le changement de coach, et c'est peut-être pour ça que la mayonnaise n'a pas pris rapidement, parce que les premiers résultats de Mark Crawford à début janvier n'ont vraiment pas été bons avec les ZSC. Ça roulait quand même bien pour Zurich au moment du changement d'entraîneur. Ils étaient 3e ou 4e au classement. C'est assez surprenant de voir une équipe changer son entraîneur avec de telles performances. C'est sûr que c'est une adaptation. À chaque nouvel entraîneur, tu as un nouveau système de jeu, tu as une nouvelle communication aussi avec les joueurs à instaurer. Ça a été très compliqué. Ils ont connu l'une de leurs plus longues séquences de défaites depuis des années, les Zurichois. Mais Mark Crawford, c'est quand même un entraîneur qui était connu ici, un entraîneur d'expérience, un entraîneur qui a connu du succès. Qui a fait gagner Zurich. Et là, on sent quand même que cette équipe-là remonte en puissance et ils ont un gardien de but qui pourrait à lui seul voler une série. C'est pas compliqué. Ah non, Rubic, c'est comme Sateri, c'est du très très lourd devant le filet. Mais, Jonathan, il est un peu seul, Simon Rubic, parce que Ludo Weber s'est méchamment blessé aux adducteurs. On avait annoncé une fin de saison, à moins d'un retour que l'on souhaite bien sûr aux gardiens fribourgeois de venir créer peut-être la surprise dans ces playoffs. Attention à ne pas perdre Rubic non plus, parce que le 3e gardien, si je ne dis pas de bêtises, c'est Jeffrey Meyer. Hein? Oui, exact. Ça me surprendrait que Ludovic Weber revienne honnêtement en playoff, parce que pour avoir été touché aux adducteurs cette année, j'ai eu un petit cours avancé sur les blessures aux adducteurs et de la façon dont on parlait de cette blessure et de la durée. Ce serait hyper surprenant qu'il soit de retour pendant les playoffs. Plus encore quand tu es gardien de but. En plus, parce que les déplacements, ramener la jambe, c'est le mouvement justement où les adducteurs sont appelés à travailler. Donc, ça me surprendrait de le revoir. On va souhaiter à Zurich quand même un gardien de but qui ne se blesse pas en play-off, mais ça reste quand même parmi les données à calculer. Mais en même temps, je ne veux pas être méchant avec Gilsen, mais moi, le 2e gardien à Davos, qui est Gilsen, je n'ai pas plus confiance en lui qu'en Jeffrey Meyer. Honnêtement, Gilsen, si on parlait d'inconstance de Mikko Koskinen à Lugano,
pour moi, Gilsen est encore moins constant que Mikko Koskinen. C'est pas un gardien que j'affectionne énormément, alors que Sandro Eschliman est un gardien qui, pour moi, est Eschliman très... est ton numéro 1. Ouais. Mais ils ont toujours tourné cette saison. Sen a eu plus de matchs aussi. Il a livré la marchandise. Il connaît peut-être sa meilleure saison, Gilsen, mais c'est vrai que c'est pas mon gardien numéro 1 si je dois partir en série. C'est pas le gardien qui m'apporterait la confiance nécessaire. Non, puis je pense que si tu es obligé d'aller avec ton numéro 1 pour débuter les séries de playoffs, toutes les équipes qui ont 2 bons gardiens vont établir déjà leur numéro 1. Mais ceux qui ont le luxe justement d'avoir un 1A, 1B, je parle de Genève, je parle de Davos, je parle de Bienne, ben peut-être qu'on va y aller avec non pas un système d'alternance, mais dès qu'il va y avoir des difficultés, on a le luxe de changer. C'est peut-être là où Davos, si lors du premier match à Zurich, on y va avec Eschliman et qui se fait battre, mais de tous bords, tous côtés, peut-être que là, on va revenir avec Gilsen pour le retour à la maison. Ou peut-être qu'on va dire à Gilsen, ben écoute, notre premier, c'est Eschliman, on va vivre ou mourir avec lui, à voir. Mais non, c'est... Avant de vous présenter notre choix sur le pronostic de cette série, revenir peut-être sur quelques éléments dans le chat. Hein. Bien sûr, il y a vos pronostics. Il y a Fabrice de Gobet qui dit 4-3, ça sera la série la plus serrée selon lui. 4-1 pour Zurich, 4-2 Zurich, 4-1 Zurich pour Ludovic. Donc ça penche quand même en faveur du Lyon zurichois. Ils ont qui comme gardien en licence B? Je crois que c'est Tsumbul qui est le 4e gardien. J'ai pas vu d'annonce particulière de la part des ZST Lions au niveau du poste de gardien de but qui a été fait. Et c'est vrai que je me réjouis aussi personnellement beaucoup de suivre les performances d'Alexandre Texier dans ses playoffs, joueur qui a été très bon cette année, mais qui nous réserve peut-être la meilleure version de lui pour ses playoffs. En tout cas. Il est capable de mieux. Oui, moi, il me laisse un peu sur ma faim, honnêtement, Alexandre Texier, parce que je connais tout son talent de la NHL et on a vu certains matchs, un Alexandre Texier qui pouvait dominer ce championnat. Et il ne l'a pas fait tout au long de la saison et c'est là où je me dis, il est capable de plus. Est-ce que ce sera en playoff? Souhaitons-le à Zurich. Mais si Alexandre Texier joue au niveau qu'il peut jouer, qu'il peut atteindre. Même chose pour André Ghetto, ça va être un rouleau compresseur. Et pour revenir à ce que tu disais dans le chat, il y a Kevin qui dit Zurich va rouler sur Davos. Gaétan, Davos ne fera pas le poids. J'ai l'impression que les gens voient vraiment Davos comme étant une équipe facile à passer, entre guillemets, pour Zurich. Bon, il perdait 3-0 la saison dernière en quart de finale contre Rapperswil. Il s'était qualifié 4-3 avant d'échouer en demi-finale. Mais pour revenir aux étrangers, vite, oui, Texier va électrifier ce que tu veux, l'atmosphère des fois un petit peu VIP de la Swiss Life Arena. Mais pour moi, le joueur que je me réjouis de voir en playoff, c'est Juho Lamikko, qui a été très bon buteur, qui nous a démontré beaucoup de qualité. Et c'est Sven Leuenberger qui disait à notre collègue Jean-Philippe Presselwenger, vous l'avez vu, Lamikko en saison régulière, vous n'avez pas encore vu le joueur qui peut être en playoff. Donc je me réjouis de voir le step supplémentaire. Parce que les étrangers de Zurich sont costauds en défense avec Lettonen. Il a peut-être déçu au niveau termes statistiques, mais défensivement, avec encore Weber, Gehring et tous les joueurs qui y a à Zurich, c'est solide. Mais en face, il y a quand même des bons éléments aussi, et notamment un buteur comme Stransky. Ça peut être intéressant. Ça, c'est une opposition intéressante. Ouais, on parlait de joueurs, on parlait de Texier, je disais, qui m'avait laissé sur ma faim. Un qui m'a grandement déçu chez les étrangers, c'est Léon Bristet. Du côté de Davos, il avait dominé la SHL et les matchs que j'ai commentés de Davos cette saison, puis quand on regarde ses statistiques, il m'a déçu un peu et j'ai hâte de voir lui aussi. Pourquoi, Jonathan? Souviens-toi, il a eu une saison en 2 temps. Il a eu le début de saison où il était bon et il s'est méchamment blessé à Bienne en tombant sur la tête en contact avec son propre coéquipier. Il a mis du temps à revenir et depuis qu'il est revenu, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a même joué ailier du 4e bloc alors que ça doit être certainement ton joueur, pas vedette, parce que les autres peuvent aussi tirer à la même corde pour amener l'équipe. Mais c'est clair que Bristet, depuis qu'il est revenu, c'est pour moi un joueur c'est pas Léon Bristet. Voilà. C'est pas, et peut-être qu'en play-off, il pourra revenir, mais si il est encore affecté par cette blessure,
Commotion cérébrale, évidemment, blessure à la tête, tout Puis ça. il a peut-être peur, il retient un petit peur, et c'est peu. peut-être là où en play-off, il va être encore plus effacé, j'espère pas. Mais ça, c'est un autre joueur qui m'a laissé sur ma faim. Et les deux défenseurs, Dalbec et Irving, je pense qu'Irving pourrait avoir un rôle important dans cette série-là aussi. C'est un gros défenseur qui a joué en Amérique du Nord, qui pourrait amener un aspect physique. Moi, je ne l'ai pas détesté. Au contraire, quand je l'ai vu jouer, même chose pour Dalbec. Est-ce que les deux tu défenseurs. pars avec 3 derrière? Parce que c'est Joseph Moreau encore qui comble la blessure et la fin de carrière avec Davos de Nugren qui... Après, Joe Morrow a un rôle qui est tellement offensif. Toute sa carrière, il était vu... Bon, au moment où il a été repêché, il était vu comme un défenseur très complet. En NHL, on parlait de lui peut-être avec une bonne relance, avec des qualités défensives un peu douteuses. Mais pour contrer l'armada zurichoise, est-ce que tu pars à 3 défenseurs? Est-ce qu'il a le rôle pour contrer... Est-ce qu'il peut contrer mieux l'armada zurichoise qu'un Suisse arrière dans l'effectif de Davos? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que la licence étrangère, elle est importante. Et il va falloir en marquer des buts aussi dans cette série-là. Si on veut passer Zurich, il faut quelque chose de solide en attaque aussi. Quoique Joe Morrow, en avantage numérique, peut avoir une importance. Mais ce sera de beaux casse-têtes pour les entraîneurs de Davos parce que oui, c'est probablement le genre de questions qu'on se pose en ce moment dans les bureaux de Davos. On y va de notre pronostic, Jonathan? Allons-y. Ça parle pour un 4-2 pour les ZST Même Lions. chose que le chat. Même chose que le chat, hein, le sentiment que Zurich va passer, mais qu'ils devront un petit peu travailler, mouiller le maillot, parce que oui, ils sont pour nous supérieurs à cette équipe de Davos sur l'ensemble et sur le sentiment général que dégage la saison. Mais ça ne sera pas de tout repos parce que Davos a quand même démontré qu'en terminant 5e de la saison régulière, en étant été aussi longtemps proche du podium, ce n'est pas une équipe qu'il faut lâcher comme ça avec son duo d'entraîneurs maintenant, Immonen Metropolite. Et on voit aussi que nos pronostics ont mis devant probablement les 4 meilleures équipes de notre championnat. On aurait pu inclure Rapperswil là-dedans comme étant les 5 meilleures équipes du championnat. Les 5 mieux construites, les 5 avec le plus de profondeur, avec le plus de talent brut, avec le plus de réussite. Évidemment, il fallait en choisir que 4, mais si nos pronostics sont à 100%, ce qui serait surprenant parce que c'est rare qu'on va être à 100%, on va vous le dire par contre. On va s'en vanter sur les réseaux sociaux. Mais si ça arrive pas souvent. Si c'est ça, ce serait quand même des demi-finales Genève, Zug et Bienne Zurich. Wow, ce serait du hockey de très, très haut niveau pour les demi-finales. Évidemment, ça, c'est de la musique d'avenir. Mais voilà pour nos pronostics. Avant de parler, et ça sera le dernier thème de la finale de play-out, on fait vite un petit arrêt sur la conférence de presse du Lausanne Hockey Club ce matin, Jonathan. Hein. Comme ça, on rallonge un petit peu plus encore le podcast du jour. C'est pas bien grave. Hein, de façon... Entre 1h30, 2 heures. mais Lausanne, là, qui clôturait sa saison ce matin avec une conférence de presse dans ces lieux. Quand même beaucoup d'annonces, de mouvements, Jonathan, qui ont été faits ce matin. On a confirmé les arrivées de Christian Joos de Zug, d'Antti Suomela qui viendra renforcer l'effectif des étrangers. Et par contre, et pour moi ça c'est un petit peu la nouvelle qui vient surprendre, on a aussi prolongé John Foust au poste de directeur sportif, mais on se sépare de Martin Gernat. On a eu plusieurs questions, notamment celle de Marc dans le chat à ce propos. Surpris toi de ce choix? Quand j'ai vu l'annonce, oui. On était justement en réunion et j'avais notre collègue Régis Cerf devant moi. Et tout de suite, les deux, on a réalisé qu'en fait, c'est le même type de joueur. Martin Gernat, Christian Joss sont deux défenseurs gauchers, à peu près le même gabarit, même style de jeu, sont capables de bien jouer défensivement, sont capables de créer d'offensive. Rendu là, c'est de la compétition malsaine que tu fais entre les deux. Si tu décides d'y aller avec Josh, je pense que c'est normal que tu te départisses de Gernat. Et peut-être que du côté de Lausanne, on va y aller avec un défenseur droitier étranger comme deuxième défenseur étranger. Si on décide d'y aller avec deux défenseurs étrangers, ce qui n'avait pas été le cas cette saison. On n'en avait qu'un seul pour débuter la saison, c'était Martin Gernat. À voir quel sera le plan. Mais je trouve que avec un peu de recul, ma première réaction a été la surprise, mais avec un peu de recul, je comprends qu'on ait voulu y aller avec Joss, qui lui a l'expérience des playoffs, l'expérience des championnats, connaît bien notre championnat également. Donc, on n'arrive pas avec un défenseur, un peu un point d'interrogation pour remplacer Martin Gernat. Est-ce que Gernat voulait quitter aussi?
Ça, c'est la question. Après deux saisons quand même très compliquées, tu te dois de faire un petit peu le ménage et le bilan, comme doit le faire Fribourg-Gotteron, de ce qui a joué et dans quelle direction claire tu veux aller. Et je souligne, je mets en gras le mot clair parce que ça a été très brouillon et ça s'est ressenti dans le jeu du Lausanne Hockey Club toute la saison. Et autant prendre des décisions qui peuvent être fortes, parce que pour moi, Martin Gernat, qui a été blessé cette saison, mais qui, sous le maillot de Lausanne Hockey Club, a vraiment été pour moi un des stabilisateurs de cette équipe. Et pour moi, une surprise de le voir partir. Mais après, quand tu mets en balance l'arrivée confirmée du défenseur de Zouk, ça peut s'expliquer et ça me déplaît pas tant que ça finalement de voir que on assume et qu'on prend peut-être une nouvelle direction. Ils sont à la croisée des chemins, un peu comme on disait avec Fribourg. Ils doivent prendre des décisions importantes, justement. Celle-là en est une. Les autres départs, évidemment, Tobias Stéphane à la retraite, Kakoskas qui ne reviendra pas, Richard Panik non plus, Andrew Kaloff et tout Lorikainen, le gardien de but. On parlait beaucoup. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, Lorikainen? Mais il a montré que sur un bref panel, qu'il avait pu remettre Lausanne sur le bon chemin, mais sans être complètement incroyable et te dire waouh, il faut le signer. Tu as déjà deux gardiens qui seront établis avec Conorius et Pounenovs qui seront là. Donc on a décidé au moment de leur signature de leur faire confiance, de leur mettre un gardien étranger. Ce serait vraiment pas le bon message pour garder cette direction claire qu'il faut avoir. Exact. Puis comme gardien étranger, tu as besoin d'un gardien hyper dominant et Lorikainen, même s'il a remporté beaucoup de matchs, quand on regarde ses statistiques, ses statistiques sur le site de la Ligue, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire dans cette fin de saison avec une équipe qui ne gagnait pas. Mais l'équipe devant a mieux joué aussi. Lorikainen, il n'est pas à l'origine de toutes les victoires parce qu'il a été faible sur certains départs aussi, faible sur certains buts. Et quand on regarde le potentiel du gardien, moi, je ne voyais pas un gardien dominant dans notre championnat à long terme. À court terme, sur une courte période, oui. À long terme, non. Donc, on y va avec ce qu'on avait décidé. Moi, pas ma surprise parce que je m'attendais à cela. Mais moi, John Foust, personnellement, comme directeur sportif, j'aurais aimé mieux que Lausanne fasse vraiment un virage à 360, qu'on décide vraiment d'aller dans une autre direction. Pas à 360 parce qu'on revient sur nos pas. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs à 180 pour changer de direction et aller ailleurs. Mais écoute, le plan qui a été proposé par John Foust plaisait aux dirigeants du Lausanne Hockey Club. À voir, on va lui donner le bénéfice du doute. Il a plus Svoboda derrière lui, donc à voir. Et Suomela, peut-être que les supporters du Lausanne Hockey Club ne doivent pas se réjouir trop vite parce qu'il a une clause de ce que l'on a appris de départ pour la NHL. Rien n'est signé. Bien sûr qu'on attendra la fin de la saison en NHL, peut-être les camps et tout, mais on pourrait voir ce joueur qui a été MVP dans son championnat peut-être ne jamais rejoindre les rangs du Lausanne Hockey Club. C'est un risque qu'il prenne. Oui, c'est un risque. Évidemment, s'il arrive dans notre championnat, attendez-vous à avoir un joueur hyper dominant. Parce que, oui, c'est un gars qui a de l'expérience NHL, mais la SHL l'a dominé comme il l'a fait. C'est assez impressionnant. Mais lui, il est un peu dans le même... c'est un peu la même situation que Kuokkanen à Fribourg. Hein. Il voulait utiliser un retour en Europe pour éventuellement se relancer en NHL parce qu'il avait des bonnes statistiques aussi en AHL, mais il était un peu dans un entre-deux. A un peu d'expérience quand même NHL. Justement, tu as sorti ses statistiques en AHL quand même. C'est 26 points en 48 matchs lors de la dernière saison. Mais là, cette année, retourne en Suède. Dans ce petit club que nous dit toujours Pascal d'Oskarsham, qui est un petit peu le Ambry de la SHL. C'était sa première saison aussi dans ce championnat-là. Domine à plus d'1 point par match. C'est 66 points en 51 matchs. Évidemment, lui, contrairement à Kuokkanen, va certainement intéresser certaines équipes de NHL. Est-ce que, par contre, lui va vouloir enlever peut-être la sécurité de la Suisse pour 2 saisons au détriment peut-être d'aller jouer en AHL à nouveau entre la NHL et l'AHL? C'est aux joueurs de voir. Il a déjà goûté à pas mal de matchs de NHL à San José, 27 matchs en 18-19, 20 matchs en 19-20. Il avait encore joué les 2 années d'après. Donc c'est peut-être un rêve et une porte qu'il n'a pas entièrement refermée, à moins qu'il dise stop et qu'il se concentre sur le confort et la qualité de son jeu maintenant, après une très bonne année en Suède, de rester dans le championnat de Suisse. C'est vraiment la question que les joueurs
se pose à ce moment-là, un peu comme Dennis Malgin. C'est peut-être la dernière chance que j'ai d'y aller. Est-ce que je l'essaie ou pas? Ce sera peut-être la même situation. On ne dit pas que c'est sûr que ce sera cette situation-là pour Suomela, mais peut-être que ce sera cette situation-là. Et dans ce cas-là, ce sera à lui justement de peser les pour et les contre et de voir si il met un X, parce que ce serait la dernière chance pour lui en NHL. Joe, il y a plusieurs personnes dans le chat qui nous disent hey, stop, vous avez dit que vous parliez de play-off et pas de Lausanne Hockey Club. Alors attention à ce que vous dites, on essaye d'être le plus complet possible parce qu'on va encore vous parler de finale de play-out puisque ça commence demain aussi entre Langnau et Ajoie. Le match de la peur, hein. Les autres sont des matchs pour essayer d'aller chercher un trophée. Là, c'est pour se maintenir en National League et ça va jouer avec la boule au ventre et c'est vraiment un match, une série à décise entre une équipe de Langnau qui a vraiment terminé la saison à l'envers, qui n'a pas une bonne attitude sur la glace, qui a perdu ses matchs, qui perd ses étrangers. Une équipe d'Ajoie qui se prépare à ça depuis environ les 3/4 de la saison et qui espère être prêt. Je te donnerai mon sentiment. Je veux bien écouter le tien sur cette série-là qui se présente au meilleur des 7 dès demain. Non, mais reste que tu as raison. Le HC Ajoie a eu tellement de temps pour se préparer à cette série-là. Et honnêtement, vu l'adversaire, je pense qu'ils arrivent en confiance. Tu commentais d'ailleurs le dernier affrontement entre les deux équipes qui s'était terminé 1-0 pour Ajoie. C'était pas beau pour Ajoie. Mais on aura peut-être un échantillon de ce que pourrait être cette finale de play-off. Je pense pas que ça va être du grand jeu, soyons honnêtes. Mais je pense que ça va se jouer devant la cage. Honnêtement, cette série-là, pour moi, c'est vraiment deux duos de gardiens qui vont s'affronter. J'ai vraiment l'impression que ce sera ça. Parce que, un peu comme. Mais c'est deux duos. Deux duos. Moi, je le prends vraiment comme deux duos. Parce que tu peux avoir Boltzhauser et Charlin qui, selon les matchs et la confiance que leur donne leur entraîneur, peuvent être dominants. Et exactement la même chose pour Ajoie, parce que Wolf part peut-être un petit peu avec d'avance sur Tchatcho, mais Tchatcho, sur les derniers matchs de la saison régulière, il a vraiment montré qu'il avait retrouvé la confiance comme et ça a été la même chose. Ça a été la même chose pour Charlin à Langnau. Il a connu une bonne saison dans l'ensemble, une bonne deuxième moitié de saison aussi, avec des départs un peu plus convaincants. Et Tchatcho, c'est lui qui a blanchi Langnau lors du dernier match entre les deux équipes. Il avait connu un très solide match. C'est lui d'ailleurs qui avait volé cette victoire-là. Là où peut-être que Langnau peut se faire rattraper, c'est au niveau des blessures. Au niveau des blessures aux étrangers. Alors, on est très mystérieux, mais on a Marc Michaelis qu'on a dit fin de saison thrombose au bras. Donc à mon avis, là, on ne le retrouvera pas. On l'a presque déjà remercié parce qu'il partira à Zug ensuite. Et ensuite, on est un petit peu douteux au niveau de Cody Eakin qui s'est fait opérer de l'œil. Est-ce que c'était une opération de pas de grande importance et qui peut revenir, peut-être pas dans les premiers matchs, mais dans la suite de cette finale de play-out. Et on a Sarella, je cherchais le troisième, qu'on m'a annoncé blessé, et tu sais très bien qu'en fin de saison, on ne commence plus à communiquer, dans la partie très haute du corps. Alors pour moi, j'en déduis que on se situe par là, peut-être même par là, et que Sarella, avec une commotion, si on lit entre les lignes de ce qui m'a été dit, reviendrait pas forcément de sûr au match de demain. Tu vois, c'est quand même du day-to-day. Il faut quand même te garantir, et il y a toujours un processus qui est fait pour éviter de revenir trop vite au jeu quand tu reviens d'une commotion aussi, pour pas faire de bêtises supplémentaires. Et ça va jouer dur, ça va jouer solide et pas prendre le moindre risque avec Sarella, bien sûr, même si c'est ton meilleur buteur. Ouais, et c'est là que je reviens un peu sur la décision lorsque le marché des transferts des joueurs internationaux s'est fermé. Langnau a signé un gardien de but. Un troisième gardien de but, une police d'assurance devant la cage. Et juste après, c'était pendant la semaine de pause, si je ne me trompe pas. Et juste après, Sarella se blesse avec l'équipe nationale. Bon, ils ont Holmström qui est venu aussi. Oui, il y avait quand même... c'était pour remplacer justement Michaelis. Mais derrière, il n'y avait personne. Il n'y avait pas vraiment de police d'assurance pour au cas où Sarella se blesse. Et là, on arrive en play-off avec Sarella potentiellement manquant. Même chose pour les deux attaquants, Eakin et Michaelis. Et là, tu as un gardien de but étranger derrière qui, lui, jouera pas. Et là, c'est peut-être un mauvais casting et un mauvais timing pour Langnau de ce genre de décision-là. Moi, je pose la donne encore plus loin que sur le duo de gardiens, Jonathan. Je dis même que ça va jouer au niveau des étrangers.
parce qu'on sait que c'est deux équipes qui se reposent énormément sur le joueur étranger. Si DeVos est de retour, parce qu'on l'a préservé suite à son coup de Nordstrom à Davos, est de retour, que Eisen a profité de cette semaine un petit peu pour se faire une santé, parce qu'il n'était pas dans la meilleure forme pour la fin de saison. J'ai trouvé Jonathan Eisen vraiment un petit peu en train d'accuser le coup d'un bon retour au jeu, que Asselin continue d'enfiler les buts comme il le fait très bien, et que derrière Brennan tient la route, tu as déjà 4. Après, tu rajoutes Gauthier qui est très solide dans les mises en jeu. Tu peux partir Bakoche, tu peux avoir des alternatives. Donc, Ajoie, sur le papier, paraît mieux armé qu'au niveau des blessés d'importance à Langnau. Après, les joueurs suisses se valent vraiment. On a des très bons joueurs suisses à Langnau. Nolan Diem est un très bon exemple. Il gagne ses engagements. Il est très important en powerplay aussi. Tu as aussi des Thibaut Frossard, des joueurs comme ça, helvétiques, qui peuvent assurer aussi le job. Mais j'ai plus l'impression que c'est les étrangers vraiment qui vont essayer de te faire garder ta place en National League. Ouais, et tu parles de Nolan Diem. D'ailleurs, son rôle a été accentué cette saison parce qu'on espérait à tout prix du côté de Langnau de prolonger. C'est pour ça qu'on lui donnait de grosses minutes en powerplay, de grosses responsabilités. Pour l'instant, il n'a toujours pas de contrat. Son plan ne serait pas de re-signer à Langnau, mais avoir quand même pour lui les opportunités qui vont s'offrir. Mais oui, il aura un rôle important dans ce match-là, parce que sur un troisième trio, si j'ai Nolan Diem ou Steven Maka au centre, je donne quand même l'avantage à Nolan Diem par l'expérience, par le talent également, et sans rien enlever à Steven Maka, mais il y a aussi plus d'expérience du côté de Nolan Diem. Donc, mais pour les étrangers, le Duc, est-ce que ça pourrait être éventuellement, lui, c'est également après la mise en échec qu'il avait eu, je me souviens plus, c'était contre qui? C'était le 23 décembre à Lausanne, où il s'était fait bien méchamment descendre. Sekatch, ouais. Par Sekatch, mais j'ai plus l'impression que le Duc, c'est la 5-6e roue du carrosse, parce qu'il avait ensuite décidé d'aller à la Coupe Spengler. Et ça n'a pas été apprécié. Et il n'a plus rejoué depuis, et je pense que c'est très mal passé dans les travées du club jurassien. Bien sûr que si on en a besoin parce qu'on doit renforcer sa défense et qu'il est apte au jeu, parce qu'il n'a pas rejoué aussi depuis sa commotion, on pourrait compter sur lui, mais je crois que c'est pas l'option numéro 1 de Julien Vauclair. C'est quand même dommage, parce que je pense qu'il aurait eu son importance dans cette série-là, plus par exemple que Martin Bakoche, parce que oui, on parle que Hazen a connu une fin de saison difficile, mais Bakoche a connu depuis après sa prolongation de contrat jusqu'à la fin de la saison, ça a été hyper compliqué pour Martin Bakoche. Je me souviens d'avoir commenté l'avant-dernier match d'Ajoie, et c'était écoute, je pense qu'il y avait 2 points dans ces 20 derniers matchs là. Je veux pas dire de conneries là, je vous ressors la stat exacte. Tu dois pas être très très loin, mais c'est clair que Martin Bakoche a aussi baissé dans ses performances et dans l'utilité liée à l'équipe. Il y a aussi le powerplay qui sera très intéressant, parce que c'est les deux pires équipes de la saison régulière qui s'affrontent. Ouais. Langnau est juste un petit peu mieux en box-play, mais le powerplay, avec le retour de DeVos qui peut distiller ses passes, trouver Eisen, aller chercher Asselin, revenir avec Brennan, a peut-être plus de disposition quand l'effectif est au complet que ça. Mais tu l'as dit, quand on regarde les statistiques, 2 équipes qui comptent sur leur étranger, point final, 2 équipes qui ont des gardiens de but qui peuvent être dominants, qui peuvent voler des matchs, mais si c'est pas pour rien qu'ils sont derniers avant-derniers. C'est ça. Puis les unités spéciales sont compliquées pour les 2 équipes. On va avoir une série où on n'aura pas du jeu hyper propre et magnifique comme dans d'autres séries de quart de finale, mais on va avoir une série qui peut se jouer à rien. Et ça va être, j'ai l'impression, serré comme série, parce que ce sont 2 équipes qui ne veulent pas avoir à jouer une série de qualification-relégation, parce qu'il y en aura une, Holton et la Chaux-de-Fonds qui vont s'affronter en finale. Il y a un monde qui existe où la Chaux-de-Fonds affronte Ajoie dans une série de promotion. Il y a aussi un monde qui existe où peut-être... Je suis pas sûr que c'est le scénario voulu. Non, mais ça peut se passer. Il y a aussi un scénario où est-ce que c'est Holton qui affronte Ajoie et vice-versa. On pourrait assister peut-être à une montée, là, j'extrapole, mais à une montée de la Chaux-de-Fonds qui élimine Langnau. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais ces 2 équipes-là ne souhaitent pas
avoir à jouer cette série-là, souhaitent, entre guillemets, gagner ou ne pas perdre cette série de play-out, utilisez le terme que vous préférez. Donc, il va y avoir énormément d'enjeux et je pense que les joueurs des deux équipes le comprennent, le savent, et c'est pour ça qu'on va avoir une série serrée et qui va être tout de même très intéressante à suivre. Avant de vous donner ce dernier pronostic que l'on vous a préparé, on lit un petit peu ce qui ressort du chat. Il y en a un qui dit 4-3 pour Langnau, ça va être très serré. 4-3 aussi pour Ajoie. Il y en a un autre, je vais vite le retrouver, Ludovic qui dit victoire de Ajoie 4-3 après que Langnau ait mené 3-0 dans la série. Ah bah, attention aux émotions et aux arrêts cardiaques là, dans le territoire Ajoulot pour ce genre de scénario. Ludovic va quand même plus loin dans ses pronostics. Nous, on se concentre sur le résultat final, mais lui, il prédit match après match. Je trouve ça très intéressant. Il y a Kevin qui dit 4-3 pour Ajoie, car trop de blessés à Langnau et l'expérience des séries compte récemment aussi pour Ajoie. Et notre décision, on va vous la montrer, on va vous l'expliquer aussi. On est parti sur un succès 4-2 dans cette finale de play-out du HC Ajoie qui sauverait donc sa place en National League aux dépens des Tigres de l'Emmental. Pour la raison que Ajoie a démontré depuis le changement d'entraîneur être vraiment prêt et n'avoir que cet objectif vraiment d'être là à ce moment X pour être encore en National League et continuer la belle aventure que construit le HC Ajoie depuis son arrivée dans l'élite du hockey suisse. Que Langnau, qui a un petit peu cru même au pré-playoff à un moment dans sa saison où il y a tout qui fonctionnait et que l'équipe de Thierry Paterlini enchaînait les victoires. Mais la fin de saison est vraiment mauvaise. Plus les blessés, c'est ce qui nous donne ce sentiment-là. Du 4-2 pour Ajoie. Et tu nous expliques pourquoi 4-2 Ajoie et peut-être pas 4-3 Langnau. On en a longuement discuté en séance avant. Ouais, on était un peu tous d'accord là-dessus. S'il y a un 7e match, il va être du côté de Langnau qui a l'avantage de la patinoire dans cette série-là. Et on voyait mal Ajoie aller gagner à Langnau. On voyait plus Ajoie éliminer Langnau sur sa patinoire. Et c'est pour ça qu'on est allé à 4-2. Parce que c'était 4-2 Ajoie ou 4-3 Langnau. C'était nos deux pronostics. On a décidé d'y aller avec le HC Ajoie pour les raisons. Ça a été indécis. Ça a été probablement l'une des séries où on est allé dans avec le Bien Bern. Très indécis, c'est sûr. Il y a les confrontations directes aussi de la saison. On le rappelle, 3 victoires à 1 pour Ajoie. Chaque équipe a gagné à l'extérieur, donc il n'y a pas de logique du domicile non plus. Ajoie qui a gagné le dernier 1-0 à la maison en étant clairement dans un système déjà de préparer ça. On a joué arc-bouté en défense, on a attendu l'adversaire. On voyait que Langnau n'était pas du tout aspiré, tournait en périphérie, n'inquiétait pas vraiment le gardien Chacho ce soir-là. C'est peut-être ce qu'on va voir dès demain, ce que j'aime appeler une guerre des tranchées, un petit peu, pas du beau hockey, mais du hockey de trip, du hockey qu'il faut aller gagner. Et j'ai peut-être envie de terminer en disant, Ajoie aura besoin de DeVos, mais ne doit pas penser que sur DeVos, tu vois. Parce que c'est une équipe qui s'est préparée tout au long et qui fait coffre, qui sait se coucher, qui sait se sacrifier sur les tirs adverses, qui sait aussi se montrer redoutable par séquence et tout ça. Donc attention à rester dans l'esprit d'équipe totale. Et on connaît Phil Michael DeVos et Dieu sait qu'on l'aime bien, l'homme des grandes occasions. Mais il faut jouer avec 4 blocs, ou en tout cas 3 pour pouvoir gagner cette série. Mais ça rejoint aussi en ce que Kevin disait avec l'expérience des séries qui compte pour Ajoie. Il faut le rappeler, cette équipe-là a remporté il y a 2 ans à peine une série pour monter en National League contre Cloton, une série compliquée, on y était d'ailleurs. Et encore une fois, c'était les gros éléments qui sont toujours dans cette équipe-là. Le visage de cette équipe-là reste que ce sont des joueurs qui savent comment gagner, qui se présentent dans les matchs qui comptent. Et on leur souhaite évidemment que ce soit encore le cas pour cette série face à Langnau en play-out. Il y a beaucoup d'enjeux liés à cette série. Évidemment, on va discuter du résultat et surtout de la finale promotion-relégation qui va suivre. Ça aussi, ça va être très intéressant à suivre parce que là, on change la donne aussi au niveau des étrangers. On va être à 4. Et on suivra d'un œil très attentif ce qui va se passer en Swiss League parce que ça ne sera pas la même chose si c'est Holton ou si c'est Chaux-de-Fonds. Je te le dis, Jonathan, je vais avoir un match à Chaux-de-Fonds aussi pour m'imprégner de ce que fait le HCC cette saison qui est magnifique, qui est magique, qui s'est rabiboché avec son public. On joue à guichet fermé à 5225 spectateurs. L'ambiance est magnifique, le jeu est plaisant et tout, mais
attention parce que les adversaires de Chaux-de-Fonds n'ont pas été encore vraiment en mesure de les contredire. Holton, ça sera vraiment la pierre de vérité de décider si le HCC peut jouer le barrage ou non contre Ajoie ou contre Langnau. Mais Holton a récupéré ses blessés aussi. Je crois qu'il reste Oransky parmi les joueurs d'importance à Holton, mais qui est une équipe qui, on ne l'oubliera pas avant la saison, était le favori à chercher ce titre. D'abord, on va parler de titre de Swiss League et après le barrage contre le cancre de National League. C'est à Dessy et si c'est Ajoie ou Langnau-Holton, ça va être peut-être plus pimenté que HCC qui donne l'impression de tout ce que je lis dans les médias neuchâtelois de dire c'est le titre déjà, c'est une belle récompense, c'est de reconstruire quelque chose avec une équipe. On a prolongé Sandré Holden, on a gardé des très bons joueurs qui ont passé National League, qu'on a pu amener à être dominants en Swiss League. Je pense à Anthony Hucknach, je pense à Ackerman, à Tom Sandersons aussi, qui font des choses incroyables. J'ai plus l'impression qu'on veut construire sur le plus long terme que d'aller chercher cette année cette promotion. Parce qu'à défaut, et ça sera mon mot de la fin, quand Ajoie est monté, Ajoie avait la certitude d'y rester en National League parce qu'avec le Covid, on avait enlevé la relégation. C'est pas la même chose si Chaux-de-Fonds monte avec certes un budget de 10 millions, comme me l'a rappelé le président Olivier Calam, que je salue, et toute l'équipe qui travaille bien sûr au Mélèze. C'est pas la même chose si tu joues avec la peur de la relégation dès l'année d'après, tu vois. C'est pas la même chose parce que tu peux tout casser, ce que tu as très bien mis en place au Mélèze cette année, de jouer, de perdre des matchs. On voit aussi à Ajoie que le public a suivi l'équipe depuis 2 ans, qu'au Mélèze, ça pourrait peut-être tourner plus vite. Si tu n'as plus le public, si tu as les défaites, si tu redescends et que tu dois tout reconstruire, peut-être que c'est dommageable de se dire ça. Mais après, ça reste qu'il y a un projet de patinoire pour dans quelques années. On parle de quoi? 3 ans, je crois, ouais. Donc peut-être que le plan est plus de viser 2025 ou 2026 que 2023, où justement, si on redescend, qu'on perd tout, ben là, le projet de rénovation... Après, mettons-nous à la place du HCC. Il joue un hockey hyper intéressant, hyper plaisant. Ça serait vraiment dommage d'aller jusqu'en barrage s'ils doivent aller jusque-là et de se dire bon, maintenant on va jouer avec le frein à main parce que c'est pas ça. Ça serait dommage de priver cette épopée, tout ce qui se crée dans le vestiaire de très positif jusque-là. J'ai plus l'impression qu'on doit aller sur le long terme. Parlant, j'ai l'impression que c'est cette peut-être non-volonté de vouloir monter, elle vient d'en haut, mais sur la patinoire, les joueurs, le coach, Louis-Matt d'ailleurs, on doit lui lever le chapeau parce qu'il fait un travail extrêmement fort à sa première saison avec cette équipe comme entraîneur-chef. Je pense que sur la patinoire, les joueurs vont vouloir puis des fois, trouver, les coachs pimenté aussi. Quand on vient te dire peut-être que c'est peut-être pas... Je dis pas que ça va se passer comme ça. Tu as envie de faire le contraire. Exactement. Ouais. Ça a été le cas d'ailleurs à Ajoie. Ils ne savaient pas s'ils allaient monter ou non il y a 2 ans. Puis ils voulaient tout faire pour monter. Et ça a été le cas finalement. Mais après, on suivra ça. Très intéressant. Tout ça, c'est de la musique d'avenir. Mais les playoffs qui vont commencer donc dès demain avec studio sur l'aimant bleu autour du match entre Bienne et Berne. Et ensuite, on retrouve le studio, nous, sur MySports 1 dès mercredi avec le match entre Zurich et Davos. Vous pourrez suivre... Deux matchs. Ouais. Ça va jouer tous les soirs. Ça va rouler, mais vous pouvez suivre évidemment toutes nos annonces de matchs sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer là, des playoffs et de la série de play-out aussi qui va être diffusée en entier sur MySports. On vous montre tout et je crois que vous pouvez aller acheter les paquets de chips, les pop-corn, les boissons. Et je dis boissons générales parce que certains remplissent plus de boissons alcoolisées que d'autres choses. On ne cotise pas ça du tout, mais ça va être des playoffs magiques et nous, on est prêts. Mais là, 13h42, tu viens de me donner faim là, par contre. T'avais promis qu'on faisait moins d'1h45, donc tu as 3 minutes pour conclure. Vas-y, rappelle-nous la procédure de fin, Jonathan. On vous rappelle que cette émission est à regarder ou à écouter sur nos différentes plateformes dès aujourd'hui. Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud. Et évidemment, on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Overtime. Ça ne s'arrête pas. Toujours un plaisir de discuter avec vous en ce lundi midi. Et on tirera au sort, bien sûr, le maillot d'Inti Pestoni dans quelques minutes. Vous avez encore l'espace de quelques secondes pour jouer. Combien de saisons a-t-il disputé avec ce maillot sur les épaules en National League? C'est la question du jour pour gagner ce super maillot et clôturer ce très bon épisode. Merci à toi, Jonathan Fillon, d'avoir été avec moi dans cet épisode du jour. Toujours un plaisir, David. Merci encore à toi. Et merci à tous. Vous avez été nombreux dans le chat à discuter avec nous. Beaucoup de commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.